Bonjour, oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous, l'ordinateur est un petit peu imprévisible, mais nous sommes là ce soir et je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle Henri Landès, je suis le cofondateur et le directeur de l'organisation Landestini, que nous avons cofondée avec Fanny Agostini. C'est une fusion de nos deux noms de famille, si vous ne l'avez pas compris, effectivement, mais destinée à retrouver la terre, destinée à retrouver la lande. C'est une organisation qui œuvre pour la reconnexion à la terre, la nature et la ruralité. Et j'ai le plaisir de diriger cette structure, mais aussi d'animer des conférences exceptionnelles sur l'environnement, sur l'écologie. Et ce soir, j'ai le grand plaisir, j'ai l'honneur avec vous d'accueillir avec très grand enthousiasme sur scène Madame Muriel Dourru et Monsieur Nicolas Hulot. Alors, merci de votre accueil. On est ravis d'être là parce que la ville de Vichy, la médiathèque et Vichy Culture organisent cet événement dans un contexte que vous connaissez très bien. Nous prenons les précautions nécessaires, distanciation sociale. Merci d'ailleurs à Nicolas Hulot et Muriel Dourru d'avoir enlevé les masques en rentrant sur scène. On met tout le monde au clair là-dessus. Nous avons une salle qui n'est pas entièrement remplie. Je dois dire que je n'anime pas souvent des conférences dans de si beaux endroits. Vous avez une chance incroyable de cet opéra. Mais nous avons aussi l'opportunité de poser des questions à nos chers intervenants ce soir avec des micros qui sont ici devant et un petit peu vers l'arrière de la salle, un peu plus tard dans la soirée. Nous avons l'occasion ce soir de parler avec Nicolas Hulot et Muriel Dourru d'un ouvrage qu'ils ont fait ensemble, un ouvrage que vous avez tous l'obligation d'acheter et de lire, si ce n'est pas déjà le cas. Les petits pas ne suffisent pas. Les petits pas ne suffisent pas. Ça fait allusion à une lutte pour la transition écologique que Nicolas Hulot a menée et une phrase qu'il a dite à plusieurs reprises dans les années précédentes parce qu'on voit que nous n'avançons pas assez vite sur les questions d'environnement. On va en parler ce soir. J'ai l'honneur de présenter ces deux personnes, mais je ne vais pas prendre tout le temps nécessaire qui se mérite pour cela. Je vais commencer par vous, Muriel Dourru. Vous êtes résidente ici à Vichy. On a eu la chance de vous accueillir ici. Vous êtes artiste, vous êtes autrice. Vous avez parlé de ce mot autrice d'ailleurs. Vous êtes dessinatrice, illustratrice. Vous avez publié plusieurs ouvrages qui sont beaucoup attachés à deux causes. La cause LGBT, la cause pour les familles homoparentales, les droits des homosexuels et aussi sur la protection de l'environnement. Un livre pour enfants dit « Maman » au pluriel, deux mamans et un bébé. Un livre qui vous tient particulièrement à cœur aussi, en collaboration avec Médecins du Monde, qui est le livre « Putain de vie ». Et ce livre-là, encore une fois, les petits pas ne suffisent pas, sur les questions environnementales dont vous êtes très très fiers. Et je l'ai parcouru et je l'ai lu attentivement. Et je dois dire que non seulement on apprend plein de choses, mais c'est une lecture extrêmement agréable, très visuelle. Donc bravo pour cela. Nicolas Hulot, pas besoin de vous présenter, mais parce qu'on vous connaît, mais on mérite quand même de retracer un petit peu votre parcours. Né à Lille, vous avez fait de la photo, vous avez fait de la radio, dans le sport. Quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses, mais très très vite dans votre carrière, à travers une émission qui a fait rêver des millions de personnes, vous êtes concentré sur la prise de conscience sur l'écologie. Ushuaïa, qui a eu plusieurs noms différents, mais Ushuaïa est un monument dans la culture française. Merci d'avoir fait ces émissions-là. D'ailleurs, j'ai la responsabilité, en tant que mari de Fanny Agostini, de vous transmettre l'admiration qu'elle a pour cette émission, maintenant qu'elle est à TF1 aussi. Et vous avez inspiré de millions de personnes pour cela. Vous avez aussi publié des ouvrages, vous avez produit des films qui ont fait rêver, mais aussi élevé nos consciences et nos connaissances sur les questions d'écologie. Le syndrome du Titanic en fait partie, mais de vingtaines. Et puis, vous avez créé la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme en 1990 pour agir en faveur de l'environnement. Vous avez aussi conseillé président de la République, ministre.
Vous avez hésité longuement à rentrer dans le système, mais vous avez été ministre de l'écologie sous Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Vous avez tout fait pour faire bouger les lignes, pour préserver la nature qui est belle, que vous nous apportez par le biais de l'émerveillement, mais aussi avec des solutions opérationnelles. Merci d'être avec nous ce soir. On peut encore les applaudir pour leur action. C'est un honneur de vous avoir ici. Alors j'ai une question très simple pour commencer notre entretien, qui est pourquoi ce livre ? Pourquoi cette prise de conscience sur l'environnement ? On va commencer honneur aux femmes avec vous, Muriel. Je pense que Nicolas Hulot, ça ne le gênera pas, quelqu'un qui a su être patient à différents moments. Merci Muriel de nous dire pourquoi ce livre. Vous pouvez aussi parler de la rencontre avec Nicolas Hulot. Et après, on vous pose la même question, monsieur Hulot. Pourquoi ce livre ? Oui, je ne peux pas parler de ce livre sans parler de ma rencontre avec Nicolas, en fait. Vous avez parlé aussi pourquoi la conscience écologique, ça on pourra y revenir plus tard, parce que c'est venu bien avant. Mais en fait, Nicolas fait partie effectivement de ma prise de conscience, parce qu'en 2015, donc, j'étais en pleine lecture sur ces questions-là, autour de l'environnement, après des révélations personnelles, et en particulier sur les animaux, peut-être qu'on y reviendra. Et en 2015, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Nicolas au Grand Rex, qui a fini de me convaincre. Je suis sortie de là très très émue. Nicolas est très bon en conférence. Oui, c'est vrai qu'il est assez bon pour créer de l'émotion. Voilà, vrai. Et puis pour transmettre aussi. Voilà, donc c'est vrai que je suis ressortie de là très très émue. Et à l'époque, j'avais un blog illustré qui était relayé par le Huffington Post, et j'ai rédigé le lendemain un post vraiment sur le vif de mes émotions, et j'avais transmis aussi sa parole que j'avais notée pendant la conférence, et donc je l'ai représentée dans ce post en train de dire ce qu'il avait dit pendant la conférence. Et du coup, il a vu ce post et il m'a contacté, ce qui m'a d'ailleurs vachement étonnée. Et on s'est rencontrés peu de temps après, et à ce moment-là, il hésitait à se présenter à l'élection présidentielle de 2016. Et il a eu, pendant l'entretien qu'on a eu, on a déjeuné ensemble, c'était très sympathique. Et à la toute fin, il m'a dit comme ça, si je me présentais, est-ce que tu ferais mon programme sous la forme d'un roman graphique ? J'ai trouvé ça incroyable. En plus, tu me l'as balancé un peu au dernier moment, après un déjeuner très sympathique. Et je suis tombée des nues. Et puis je lui ai dit, c'est génial comme idée par rapport aux livres que font les aspirants présidents, qui sont toujours un petit peu relou à lire, faut être honnête. Là, je trouvais que le côté graphique, le côté second degré qu'il avait bien senti dans ce que je faisais, et vis-à-vis de lui-même aussi, qu'il a beaucoup, je trouvais ça très très pertinent. Voilà. Et il se trouve qu'il ne s'est pas présenté. Donc le projet n'a pas pu se faire, mais moi j'ai gardé en tête l'idée d'utiliser le roman graphique. À l'époque, je commençais, il faut dire juste aussi autre chose, c'est que Nicolas m'a fait confiance à un moment où je n'avais encore rien publié. Il m'a proposé ça alors que je n'avais pas encore publié de livre illustré. Et après, à partir de là, j'en ai publié. Et voilà, et on a gardé cette idée en tête, on a gardé des liens un petit peu en discontinu comme ça. Après, il est devenu ministre, moi j'ai suivi ça de loin, je lui ai envoyé des textos et il me répondait quand il avait le temps. Et puis après, il a démissionné, je lui ai envoyé une lettre en lui disant qu'il m'avait beaucoup ému lors de sa démission. Et je lui ai nombreux, ouais. Exactement, ouais. Je pense qu'il a fini de convaincre plein d'autres gens à ce moment-là. Ça a été très fort dans notre paysage médiatique, ce moment. Et on s'est revus juste après sa démission, et voilà, on a parlé de ça et on a gardé cette idée-là. Il allait bien juste après, à ce moment-là ? Alors, il avait l'air d'aller bien, mais on sentait vraiment, il m'a fait penser à un ours dans sa Bretagne avec son gros pull de breton. Il y avait un côté un peu solitude qui était assez touchante, et voilà. On va le laisser sortir de sa solitude là pour pouvoir rebondir. C'était agréable de travailler, j'imagine, avec Muriel et de faire ce livre. Moi, d'abord, bonjour tout le monde, content de vous voir. J'ai aucun don, j'ai juste parfois une bonne intuition sur les femmes et les hommes que j'ai rencontrés. Et voilà, la première fois que j'ai vu le travail de Muriel, la manière dont elle traitait des sujets parfois sensibles en les rendant accessibles à tout le monde, sa sensibilité, bien entendu, à dater de cet instant, je lui ai fait confiance. Et en fait, pour répondre à la question pourquoi ce livre, on pourrait dire pourquoi pas, c'est une manière assez nouvelle, je trouve, de communiquer, de convaincre, de sensibiliser, de mobiliser, d'expliquer, en allant à la quintessence des choses avec ce petit vecteur d'humour ou artistique qui rend les choses beaucoup plus digestes. Et donc, ça s'adresse à un public large, bien entendu, pas simplement aux jeunes, mais en allant à l'essentiel. Mais ce livre, voilà, c'est un instrument d'expression, un outil d'expression supplémentaire qui répète,
sous une forme différente, ce qu'on s'épuise à dire depuis, en ce qui me concerne, 30 ans, et d'autres depuis bien plus longtemps, mais de le dire peut-être d'une manière plus directe. En gros, le titre d'ailleurs résume beaucoup de choses. Nous sommes à un moment, une période très tangente de l'humanité. Ce n'est pas simplement un problème d'environnement face auquel l'homme serait non concerné. En réalité, comme le dit mon ami Edgar Morin, nous sommes à un tournant de l'aventure de l'humanité, de l'aventure humaine. Bon. Et nous sommes dans un moment très particulier où, curieusement, nous ne sommes pas victimes de notre faiblesse, nous sommes victimes de notre trop grande puissance. C'est notre intelligence qui est mise en demeure de prendre les conséquences de son propre succès. Et si je dis ça, c'est pour placer tout de suite, et ce que le livre essaie de faire, l'enjeu écologique à sa juste mesure. Ce n'est pas juste un mauvais moment à passer pour l'humanité, c'est un moment de vérité. C'est un moment où, on doit, sans concession, avec beaucoup de lucidité, qui est pour moi d'ailleurs la première qualité dont on devrait se doter. Il faut du courage pour regarder la réalité en face. Et c'est la première chose que nous devons faire, c'est tous regarder cette réalité, c'est-à-dire qu'on est dans ce moment paradoxal où nous sommes très puissants, technologiquement, scientifiquement, intellectuellement, économiquement, mais jamais nous n'avons été aussi vulnérables. Et si on veut sortir de cette période, qui est une période dangereuse, avec des conséquences déjà en ordre de marche, mais qui peuvent, selon les scientifiques, et ce n'est pas une vue de l'esprit, nous emmener dans une période très chaotique, ça n'est pas, pardon de l'expression, comme le dit un de mes amis, avec du miel des Vosges qu'on va s'en sortir. C'est avec du lourd. Voilà. Et pour cela, il faut partir d'un diagnostic sans concession. C'est le modèle dominant qui a eu ses vertus, qui a participé indéniablement à une forme de progrès, pas pour l'ensemble de l'humanité, mais c'est ce modèle qui arrive à son terme. Et il faut opérer la mue de ce système-là. Voilà. Et on a un changement radical à opérer. Et pourquoi les petits pas ne suffisent pas? Ils ne suffisent pas parce que les phénomènes que nous essayons de combattre, et notamment le phénomène climatique, mais qui n'est pas le seul, la raréfaction des ressources naturelles, des matières premières, la disparition du vivant, ces phénomènes vont beaucoup plus vite que notre propre réaction. Et nous devons placer notre niveau de conscience au-dessus de notre niveau d'intelligence. Donc oui, il faut aller beaucoup plus vite. C'est l'intérêt de tous. Et chaque denier public que nous investissons pour construire ce nouveau monde, on le récoltera d'une manière multipliée dans les années à venir. À l'inverse, si à un moment ou à un autre, on laisse ces phénomènes nous échapper, quel que soit notre statut géographique, politique, religieux, économique, nous serons à un moment ou à un autre rattrapés, pénalisés par une forme de désordre. Donc c'est ce que veut dire, entre autres, ce titre. Et puis, ce qu'a fait très bien Muriel, c'est qu'elle a essayé, avec son talent artistique, d'expliquer comment, et je ne dis pas que je suis devenu écologiste, certains diront que je ne le suis pas encore, mais d'une période d'insouciance, de légèreté, que je souhaite à tous les jeunes du monde, ce moment où on croit que la vie est une magnifique promesse, que le progrès est quelque chose d'irréversible, que demain trouvera spontanément des solutions aux problèmes que l'on connaît. Donc cette période d'insouciance, de légèreté, est une période de gravité. Voilà. Pourquoi est-ce que de temps en temps, oui, je suis inquiet pour l'avenir, sans avoir perdu ni la foi ni l'espoir totalement. Ce n'est pas une révélation d'un matin. Parfois on me dit... Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience? En fait, c'est une évolution graduelle. Et c'est vrai que vous avez évoqué cette période providentielle des années Ushuaïa, où j'ai pu vivre à l'échelle planétaire, avec évidemment une densité d'expériences, de rencontres, d'observations, qui m'ont fait prendre évidemment la mesure, la rapidité des phénomènes qui étaient à l'œuvre. Parce que tant qu'on n'a pas vu la dégradation, par exemple, de nos écosystèmes, la perte de la biomasse ou de la biodiversité, la désertification, la déforestation et les conséquences sociales et humaines associées à ces phénomènes, on ne prend pas, évidemment, on se dit c'est pas génial chez nous, mais ça doit être mieux ailleurs. Et en fait, quand on s'aperçoit que où que l'on aille sur Terre, où que l'on aille, même dans des endroits très éloignés des activités humaines, eh bien, on peut y lire des effets désastreux, colossaux, monstrueux, des conséquences de nos activités,
et que l'on voit à l'œuvre et à l'œil nu que des grands équilibres qui se sont forgés pendant des centaines de milliers d'années, pour ne pas dire pendant des millions d'années, sont du jour au lendemain compromis, il y a un moment ou un autre, on a deux solutions. Les deux sont respectables. Soit on se masque les yeux parce que c'est trop lourd à supporter, une forme de résignation, soit à un moment ou un autre, eh bien comme beaucoup, avant nous, avec nous, après nous, on essaye à sa mesure, évidemment, de participer à une prise de conscience, à un sursaut, mais au-delà de la prise de conscience, à l'engagement. Parce que la prise de conscience, elle est là, mais il faut la traduire maintenant en engagement individuel et collectif, parce que c'est aussi ce que cet ouvrage raconte. Personne ne peut s'exonérer, on a besoin de tout le monde, on n'y arrivera pas dans cet état d'esprit de confrontation, de division, de suspicion dont se régalent nos sociétés modernes. On y arrivera avec un préalable, définir ensemble un idéal absolu, définir les priorités, et sur ces priorités, s'unir, sans abandonner nos valeurs, bien entendu. Est-ce qu'on y arrivera? L'avenir le dira. Oui, on peut l'applaudir on peut applaudir ces deux propos introductifs d'ailleurs. Le livre fait un super travail de, comme vous l'avez dit, chronologiquement montrer l'histoire de la planète d'un point de vue très visuel. Si vous n'avez pas encore regardé, je fais ce teasing exprès parce que voir comment la planète et sa biodiversité a évolué depuis 3,8 milliards d'années, la planète est là depuis 4,5, ça c'est un bon rappel, mais les premiers micro-organismes, on dit que la naissance de la biodiversité, c'est il y a 3,8 milliards d'années, et de voir que s'il y a 24 heures qui sont l'histoire de la planète, vous le dites bien dans le livre, eh bien les humains sont là depuis 5 secondes. Et en plus, la révolution industrielle, c'est 2 millièmes de seconde, si je comprends bien, dans ce ratio-là, pour montrer à quel point on a accéléré un dérèglement climatique et cette 6e extinction de masse, dont la dernière était, la 5e, c'était 65 millions d'années de cela, avec la disparition des dinosaures. Oui, non, c'est juste pour me permettre. Oui, nous sommes les derniers arrivés dans le processus créatif ou évolutif. Et effectivement, ce que les géologues nous disent, c'est que nous sommes devenus, par notre succès, parce que nous sommes victimes de notre succès, une force géologique. C'est-à-dire que nous sommes devenus le premier déterminant de notre propre destin. Ça, c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et il y a deux manières de voir les choses. Et il y a deux phrases que je trouve magnifiques de deux philosophes. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, mais qui dit « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». Bon. Puis il y a Bergson qui a dit « L'avenir est incertain parce qu'il dépend de nous ». Alors oui, l'Anthropocène, l'ère de l'humanité, ça veut dire que l'avenir dépend de nous. Et c'est ou une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire ça dépend de ce qu'on en fera. Et c'est là où on rejoint, et pardon après, j'arrête cette petite digression, mais c'est pas une question de moyens, c'est une question de sens. Voilà. La crise qu'on traverse, c'est une crise de sens. Et c'est la fameuse phrase d'Einstein, on est caractérisé par la profusion des moyens et la confusion des intentions. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est très intelligent, on est capable de choses géniales, mais il faut maintenant que cette intelligence, on la mette prioritairement, voire exclusivement, pour protéger le bien commun et le préserver, notamment pour les générations qui suivent. Sauf un petit bémol par rapport à l'Anthropocène, on n'en parle pas très souvent. Souvent, on parle de l'Anthropocène et on parle de l'humanité dans son ensemble. Donc l'humanité qui est devenue une force géologique capable de changer son environnement Terre. Seulement, en fait, c'est pas toute l'humanité, c'est une petite partie de l'humanité. Ce qu'on a du mal à voir, nous, dans nos sociétés modernes, et en Occident, et dans les pays riches, c'est qu'en fait, le problème, il vient surtout, justement, des pays riches. Il vient de nos modes de fonctionnement à nous, il vient de notre mode de vie, il vient de notre système économique. Et en fait, la partie de la population qui a cet impact sur la planète, c'est pas la majorité. Et pourtant, c'est une minorité qui est capable d'embarquer toute l'humanité dans le même problème. C'est-à-dire que quand vous émettez du CO2 en France, vous avez un impact sur la vie des Africains qui, eux, n'en émettent pas.
par exemple. Évidemment, je caricature parce que ce n'est pas tous les Africains. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter parce que ça nous remet, nous, en priorité en question, puisque c'est notre mode de vie, c'est notre confort, c'est notre prospérité et la croissance économique sur laquelle on a basé nos sociétés depuis l'après-guerre. Et on a beaucoup de mal à accepter que, en fait, ce qu'il faudrait faire pour calmer ce qui est en train de se passer, le dérèglement climatique, l'extinction des espèces, ce serait déjà de revenir sur notre façon de vivre, sur notre mode de vie, sur le confort, sur notre prospérité, et accepter de non pas aller vers la récession, parce que les gens confondent très très souvent décroissance et récession, mais d'aller vers un mode de vie beaucoup plus modeste, résilient, moins dans la domination vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la nature, beaucoup plus sobre. Et ça, c'est un travail qui demande beaucoup de remise en question, encore plus quand on a la possibilité de vivre de cette manière-là. Donc ça impacte tous nos choix de vie, que ce soit des choix de déplacement, des choix de vacances, des choix des achats. Donc c'est une remise en question personnelle d'abord qui est très dure, mais qui nous concerne principalement. C'est-à-dire, par exemple, pendant très longtemps, j'ai entendu dire l'écologie, c'est un problème de riches. En réalité, non, c'est d'abord un problème de pauvres, parce que les dégradations environnementales et la pollution, elles s'abattent d'abord sur les populations pauvres, qui sont celles qui migrent vers justement les continents comme les nôtres, qui sont encore, qui peuvent... pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon idée. Mais il y a les déchets du monde occidental qui souvent se retrouvent dans des territoires très défavorisés où c'est pas que symbolique de voir des jeunes, des enfants qui jouent dans des tas de déchets. C'est souvent dans des pays à qui on transmet cette responsabilité de les traiter. Les zones vulnérables aux événements météorologiques extrêmes, comme vous l'avez dit, sont les zones qui vont être en plus frappées encore plus fort par les intensités de ces événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans ou les sécheresses ou les inondations à cause du changement climatique. Donc, oui. C'est extrêmement vrai de rappeler cela. Ça. Et pour reprendre ce que j'étais en train de dire, qui m'a un peu échappé, excusez-moi, quand on parle de problème de riches, en fait, c'est d'abord un problème de pauvres. Et moi, il y a une expression de Nicolas que j'aime beaucoup. Il dit très souvent, et je crois que c'est dans le livre d'ailleurs, que c'est d'abord un devoir de riche. Parce qu'en fait, c'est directement corrélé à notre puissance et à notre argent. Il y a 10% des personnes les plus riches sur la planète qui émettent 50% des gaz à effet de serre. C'est pour dire. Et est-ce que vous êtes une activiste de lutte contre les discriminations différentes, contre les personnes pour leurs préférences sexuelles, discrimination contre les femmes dans le monde du travail, dans l'insertion sociétale après avoir essayé d'être deux mamans ou deux papas avec un enfant. Vous avez eu cette sensibilité très très rapidement pour l'écologie, les animaux, la préservation du climat. Je pose la question à vous, Muriel Duru, et aussi à Nicolas Hulot. La question sociale, est-ce qu'elle est difficile historiquement et encore aujourd'hui à lier à la question écologique ? Ça paraît quand même maintenant d'abord parce qu'il y a une démonstration d'une corrélation entre la crise écologique et ses conséquences sociales. Je le dis souvent, l'écologie ajoute de l'injustice à la justice, la crise écologique et la crise climatique, elle ajoute de l'indignité à l'indignité, de la précarité à la précarité. Sont exposés dans les phénomènes climatiques, par exemple dans les manifestations de ce qu'on appelle les extrêmes climatiques, qui sont les premières manifestations des changements climatiques, les populations les plus vulnérables, et pas toujours au bout du monde, évidemment prioritairement au bout du monde. Quand il y a un typhon aux Philippines, ce sont des femmes et des hommes qui subissent une répétition de phénomènes de plus en plus intenses, qui subissent d'ailleurs la conséquence d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, puisqu'ils n'ont pas participé, en tout cas à l'époque, à ce modèle énergétique basé sur les énergies fossiles qui a accéléré l'effet de serre. Donc non seulement ils subissent la conséquence d'un phénomène dont ils ne sont pas responsables, qui lui-même est la conséquence d'un modèle de développement économique dont ils n'ont pas bénéficié, et qui parfois modèle de développement qui s'est fait un peu à leur détriment. Donc ça fait beaucoup en termes d'injustice. Oui. Et donc dans un monde qui est connecté aujourd'hui, et donc où tout se voit, tout se sait, tout se compare, quand vous ajoutez à l'exclusion, quand vous ajoutez à l'injustice un élément explosif qui est l'humiliation, ça n'est pas propice à un monde apaisé, à un monde en paix. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes, sommés, quelque part, d'assumer ces responsabilités. Alors, ça ne veut pas dire que les pays en voie de développement, les pays émergents ne doivent pas prendre leur part de responsabilité, parce que
au nom du fait que nous avons pollué en premier, pour dire les choses très concrètement, on leur donnerait un mandat pour faire la même chose. D'abord, ça serait méprisant vis-à-vis d'eux, parce que les pays en voie de développement et les pays émergents ont conscience qu'il ne faut pas aggraver la situation. Mais notre responsabilité est beaucoup plus grande. Et la meilleure manière d'aider ces pays à ne pas reproduire nos propres erreurs, une, c'est nous de trouver des solutions et les faire jaillir, mais deux, une fois que nous les avons exercées, leur donner la possibilité, à très bas coût ou même dans des échanges gratuits de brevets, de pouvoir appliquer ces technologies. C'est la grande responsabilité du XXIe siècle. Mais curieusement, on peut appréhender cette crise écologique de deux manières, et l'avenir nous dira laquelle l'a emporté. La première manière, c'est si on laisse le chaos nous déborder. C'est le fameux, ce qu'on appelle, principe de l'entropie. C'est le combat entre le chaos et l'ordre. Peut-être que pour une fois, on peut peut-être arriver avec notre intelligence à faire perdre le chaos. Mais si on y arrive, ça veut dire qu'on aura su additionner nos intelligences, mutualiser nos différences, en définissant c'est l'absolu prioritaire. Et ça va nous obliger à nous unir, pas à nous fondre, pas à disparaître, bien entendu, mais en tout cas à se rejoindre sur quelque chose de supérieur. Et quelque part, ça peut nous permettre de faire un saut qualitatif. À l'inverse, c'est une tentation de quelques-uns, c'est de se dire c'est chacun pour soi, parce que c'est la crise. Et donc, voilà. Mais il en est de la crise écologique comme d'autres, causes magnifiques. On sera tous gagnants, on sera tous perdants. Donc j'espère que la raison l'emportera et que très rapidement, justement, on va passer d'une période de confrontation à une période de mutualisation des moyens. C'est pour ça que je pense que c'est encore une fois, ça paraît très grandiloquent, mais moi j'en suis convaincu, c'est un moment très important pour l'humanité, très important. Se joue la dernière étape peut-être de la phase de l'humanisation. Qu'est-ce qu'on va faire de notre intelligence? Qu'est-ce qu'on va faire de cette profusion de moyens? Sommes-nous capables de nous débarrasser de trois poisons: l'ignorance, l'indifférence et le pire, la suffisance? Et j'ajouterais juste une petite chose par rapport à ce qu'a dit Nicolas. C'est en fait, il me semble que pour avoir la possibilité de se soucier du sort des ours polaires ou des baleines, il faut que les besoins soient satisfaits. C'est-à-dire que si vous, votre urgence, c'est comment est-ce que je vais payer mon loyer le mois prochain ou même ce mois-ci, comment je vais donner à manger à mes enfants, mais pas forcément dans les pays loin de chez nous, je parle aussi ici, et j'en sais quelque chose, parce que moi je suis autrice de livres, donc il y a des fois aussi je me demande qu'est-ce que je vais gagner dans 2 mois, et c'est vrai qu'en fait, sincèrement, l'écologie, elle passe après. En fait, la première urgence, c'est soi-même aussi, c'est déjà comment est-ce qu'on peut vivre. Mais tu as raison, on ne peut pas traiter l'un sans l'autre, et on ne réglera la transition écologique, pardon Muriel, mais c'est pour abonder dans ton sens, avec le même traitement, c'est-à-dire le modèle dominant, et pardon si certains trouvent que je vais caricaturer, mais qui est un modèle qui épuise, un modèle qui détruit. L'économie, normalement, telle qu'elle devrait l'être, l'étymologie du mot économie, ça n'est pas épuisé, c'est préservé, c'est économisé. C'est bien dit dans le livre d'ailleurs. Et donc si on veut, comme le suggère et souhaite Muriel, mieux partager, avoir un monde équitable, dont la richesse profite à tout le monde et pas simplement un petit groupe. Il faut un modèle qui partage. Donc, ce n'est pas le modèle dominant, parce que c'est un modèle qui concentre. Mais encore faut-il, pour partager, ne pas épuiser le substrat de la richesse. Et le substrat de la richesse, ce sont les biens vitaux, les ressources naturelles, les matières premières. Et chacun sait, parce que c'est une des composantes de la crise écologique qu'on s'obstine à ne pas regarder, qu'il y a la crise climatique, il y a l'érosion de la biodiversité, et on a raison de se focaliser là-dessus, mais il y a la raréfaction des ressources. Et la raréfaction des ressources, ça veut dire que l'on tend vers quelque chose qui s'appelle la pénurie, et la pénurie dans l'histoire, c'est le creuset de toutes les barbaries. Et ça aussi, ça montre la gravité. Mais ça n'est pas une fatalité d'épuiser nos ressources. Pour l'instant, c'est simplement une forme d'indifférence. C'est parce que nous avons été aveuglés par notre succès, nous sommes très performants. Et c'est vrai qu'on a changé d'échelle. Le jour où les énergies fossiles sont rentrées dans notre périmètre, tout a basculé. Ce qu'un bûcheron faisait en l'espace d'une année, une machine va le faire en quelques heures. Ce qu'un modeste pêcheur faisait au long d'une vie, on va le faire en quelques minutes. Et comme en plus, avec l'arrivée
des ordinateurs, nous avons externalisé notre cerveau, eh bien, il y a eu ce basculement. Et voilà. Donc il faut qu'on revienne à un peu plus d'humilité, de modestie, et que notre intelligence, on la mette au service de la sobriété, de l'efficacité, parce que nous sommes dans une civilisation du gâchis. C'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, on meurt plus de l'obésité que de la malnutrition. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un problème systémique dans notre société. Nous avons perdu, en parallèle de ces problèmes de santé publique que vous venez d'évoquer, presque 3/4 des animaux sauvages sur cette planète depuis 1970. Vous faites une excellente illustration de cela dans le livre. Vous montrez aussi par des illustrations très claires comment on a retrouvé un cachalot qui est mort avec 115 gobelets de plastique, des milliers de morceaux de plastique dans le ventre, etc. D'où vient cette sensibilité? Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, je vous donne l'occasion de parler de ça, dans les tripes, aux animaux et à la biodiversité. C'est important parce que on est là pour éveiller les consciences, on a beaucoup de sensibilité, de fibres écologiques en nous, mais vous l'avez dit vous-même, nos besoins en premier, on pense à ça. Voilà, comment vous arrivez à mettre au-dessus maintenant dans votre action, votre conscience, les animaux, la nature? Alors je ne les mets pas forcément au-dessus. En fait, le problème, c'est quand on parle de la sensibilité aux animaux, il y a une caricature qui voudrait que quand on a de la sensibilité pour les animaux, on n'en a plus pour l'être humain. Alors qu'en fait, pas du tout. En général, la sensibilité est unique. Mieux, et comme vous parliez tout à l'heure de mes engagements pour les minorités, moi, en fait, je me bats pour toutes les formes de discrimination, qu'elles concernent les êtres humains ou les animaux. Par contre, ce que j'ai remarqué pour justement avoir commencé mes combats, entre guillemets, avec beaucoup de modestie, hein, mais pour les personnes discriminées, ce que j'ai remarqué par contre, c'est que souvent la notion de liberté, la notion de combat, elle s'arrête à l'être humain. On nous a placés tellement en haut de la pyramide, à tout niveau, hein, que ce soit en philosophie, en économie, en bien-être, on est nous tout en haut et en fait les animaux sont tout en bas. Et on a fait d'eux juste les pourvoyeurs de nos besoins finalement. Ce sont devenus des objets. Alors on les a en plus classés en fonction de nos intérêts. Donc il y a les animaux qu'on considère les animaux pardon, excusez-moi, les chats, les chiens de compagnie. Ouais. Et les restes, en fait, que vous disiez tout à l'heure, les animaux sauvages, il n'en reste plus que 4%. Et je crois que ça a encore baissé là, ces 2 dernières années. Parce que forcément, la déforestation continue à échelle d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 6 secondes. C'est juste fou. Enfin, quand on prend les chiffres, hein, on se prend quand même des sacrées tartes. Donc forcément, évidemment, la déforestation continue. Donc la biodiversité continue de s'effondrer. Donc il ne reste que 4% d'animaux sauvages. Et tout le reste, ce sont des animaux destinés à la consommation humaine. Donc c'est quand même incroyable ce qu'on a fait. On a transformé les animaux juste en saucisses, quoi. Et moi, comment c'est venu, donc ma sensibilité, elle est pour tous les êtres, en fait. Elle n'est pas que pour les animaux et pas que pour les êtres humains. Elle est pour tous les êtres vivants. Et c'est venu très simplement pendant la crise de la vache folle en 2000. Donc j'avais 24 ans, à l'époque je me souciais absolument pas de ce qu'il y avait dans mon assiette et j'ai vu un reportage à la télé qui m'a vraiment retourné, ça a changé ma vie. J'avais vu un reportage qui montrait en fait des vaches qui montaient dans un camion qui partait à l'abattoir. Là on voyait les vaches descendre du camion, on les voyait rentrer dans l'abattoir. Évidemment là on ne voyait pas ce qui se passait dans l'abattoir parce que je pense que si tout le monde voyait ce qui se passait dans les abattoirs, ce serait très très différent notre façon de consommer les animaux. Et après, ce qui est incroyable aujourd'hui d'y penser, parce que je pense qu'on ne le verrait pas aujourd'hui à la télé, c'était au journal de France 2, on voyait un tas de vaches, donc les vaches qui étaient montées dans le camion, et sur lesquelles une machine les recouvrait d'un liquide bleuâtre immonde. Et en parallèle de ces images, le journaliste expliquait d'une voix très banale, hein, on avait l'impression qu'il nous parlait d'un lot de casseroles qui partait à la poubelle. Et il expliquait que pour ne pas faire baisser les cours de la viande en magasin, puisque comme c'était la crise de la vache folle, les gens achetaient moins de viande, les industriels avaient décidé de tuer le même nombre de bêtes, mais de les rendre impropres à la consommation. Et donc, il racontait ça, donc on voyait les animaux qui étaient tués, enfin on ne les voyait pas, mais on savait qu'ils étaient tués, et après ils étaient recouverts de ce liquide. Donc non seulement j'ai découvert ce qu'on faisait aux animaux, mais en plus j'ai découvert qu'on les gâchait. C'est-à-dire qu'on était capable de les tuer juste pour ne pas faire baisser les prix de l'économie.
Et ça a été un tel choc que je n'ai jamais remangé de la viande de ma vie, même un bout de lardon, et ça fait 20 ans que ça dure. Donc je sais qu'aujourd'hui, L214 fait un peu ce travail-là. Il bouscule pas mal les consciences, justement parce qu'il montre ça. Ça, je pense que ce reportage que j'ai vu il y a 20 ans, on ne le verrait plus aujourd'hui. Mais à mon avis, c'est un des combats qui reste encore. Je sais que ça avance vraiment sur ces questions-là, mais je pense que c'est un combat qui reste encore prégnant parce que malgré tout, il y a 2000 animaux qui sont tués par seconde pour l'alimentation humaine. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me révolte parce qu'on pourrait vraiment faire autrement. Moi, ça fait 20 ans que je ne mange pas de viande. Je ne dis pas à tout le monde de prendre la façon de m'alimenter, pas du tout. Par contre, je demande aux gens de peut-être se questionner sur comment ça arrive dans notre assiette. Il faut quand même voir que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de ne pas nous montrer. Avant, on était à la ferme, il y avait un cochon qui était là et il était tué. Il y avait un rite autour de lui. Aujourd'hui, c'est fait loin de nos yeux, c'est fait dans des conditions immondes. Par exemple, quand on me parle, moi, que je suis extrémiste ou radicale parce que je ne mange pas de viande, je réponds toujours quelque chose de très simple, c'est que pour moi, ce qui est extrémiste et radical, c'est ce qui se passe dans les abattoirs. Seulement, comme par hasard, on le voit très très peu. D'ailleurs, ils ont refusé au gouvernement de mettre des caméras. C'est pas pour rien, à mon avis. Si je prends une casquette de directeur de notre organisation qui travaille beaucoup sur les questions d'élevage et d'alimentation. Et je dis toujours, ce qui est le plus important aussi dans ces discussions, c'est déjà le respect de tous les positionnements sur le vegan, le végétarisme et ceux qui encore aiment manger de la viande. Nous espérons dans les meilleurs cas, les meilleures façons d'élever l'animal possible. Et je vous remercie de ce positionnement-là parce que nous avons encore besoin de prendre conscience de cela. Il y a évidemment beaucoup de différences dans comment l'élevage est fait à travers le monde et que c'est important aussi de comprendre qu'il y a des personnes qui travaillent aussi dans des abattoirs qui seraient devenus trop grands, des mauvaises conditions de travail, etc. Et ce n'est pas non plus la gloire pour ces personnes-là. Donc on a un grand travail à faire pour accompagner notre système alimentaire avec une place pour l'élevage, si c'est votre position, de la manière la plus vertueuse possible. Donc c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures aussi. Ça passera par les consommateurs. Moi, je crois vachement quand même à l'effet, les volontés des gens. Nos actes, nos choix de vie ont des impacts. Tout à fait. On va parler aussi de la responsabilité politique parce que ça c'est très important. Et avant cela, j'aimerais aborder un peu l'opinion publique et aussi grâce aux médias parce que vous êtes tous les deux impliqués dans les médias de différentes façons, médias que ce soit réseaux sociaux, mais médias classiques, télévision, auteurs, journalistes, publication de livres qui influent sur l'opinion publique. Et ce qu'on voit bien dans le livre, c'est aussi la lutte que vous avez eue, Nicolas Hulot, en interne à TF1 pour que l'émission soit engagée, avec le risque qu'a pris la chaîne de se dire on va donner à Nicolas Hulot cette possibilité, ou peut-être vous allez nuancer cela dans la lutte que vous avez eue, mais d'être assez engagé, d'apporter de l'expertise dans l'émission, parce qu'au début, c'était le magazine de l'extrême et on vous disait que c'était surtout ça qui attirait. Oui, il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. Moi-même, quand j'ai démarré au Soya, j'étais très éloigné de la conscience qui m'habite aujourd'hui. J'avais pas conscience de la vulnérabilité de la nature, de l'impact individuel ou collectif que nous pouvions avoir, et encore moins conscience que notre sort était lié à l'ensemble du vivant. Bon, donc tout ça, c'est, je l'expliquais tout à l'heure, venu graduellement. Donc c'est vrai que quand on regarde, pour ceux qui ont connu Ushuaïa au début, ça s'appelait le magazine de l'extrême, c'était une espèce de d'ébriété comme ça dans les grands espaces, qui était magnifique, hein, mais sans conscience du tout. J'étais sensible à la beauté de la nature, mais on peut être sensible à la beauté de la nature et être un prédateur. Vous faisiez référence à une époque où moi j'aimais la mécanique, j'avais pas du tout conscience de voilà. Alors après, chacun a son parcours et certains sont en avance, d'autres sont exemplaires, d'autres ont encore des petits défauts, mais c'est un processus et que je souhaite à tout le monde de prendre, mais sans culpabiliser, en se responsabilisant et en essayant de se doter d'un peu de conscience dans le quotidien, et puis de faire les meilleurs choix. Mais c'est vrai que quand, au fur et à mesure de mes observations, je suis passé de cette période, deuil naturaliste à cette conscience de l'importance des phénomènes à l'œuvre, j'ai voulu faire évoluer cette émission pour que les personnes qui regardaient cette émission avec moi prennent conscience qu'en réalité cette beauté était menacée
et que cette menace mettait aussi en péril notre propre devenir ou ceux de nos enfants. Donc petit à petit, j'ai essayé d'apporter du fond, évidemment, la réflexion. Des tas de scientifiques sont venus apporter leur éclairage et leur regard, et l'émission est devenue un peu plus grave. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a essayé de me dire non, reste simplement dans le côté aventure, mais ne sois pas anxiogène. Combien de fois on m'a dit ne sois pas anxiogène. Voilà. Alors, je suis pour beaucoup considéré comme quelqu'un d'anxiogène. Quand j'ai fait le film Le syndrome du Titanic, je me suis fait pilonner parce que je renvoyais une image un peu dure de notre humanité, un peu trop insouciante et prédatrice. Voilà. Alors il y a eu des résistances. Bon, les choses ont quand même évolué, les médias, les grands médias conventionnels ont évolué, mais est-ce que pour autant aujourd'hui on traite la crise écologique à la hauteur de ce qu'elle est? Non. La réponse, elle est non. Alors, encore une fois, c'est très compliqué parce que c'est la fameuse rencontre des préoccupations de court terme qui occultent ou préemptent les états d'esprit. Et on le disait très bien, quand on est à 20 € près à la fin du mois, quand on ne sait pas quel débouché on va donner à ses enfants, quand on a perdu un emploi ou quand on craint de le perdre, cette précarité, cette souffrance rend difficile la perception de risques qui sont plus diffus. Parce que la crise écologique, selon où on est, elle est diffuse malheureusement. Elle est parfaitement documentée, on sait exactement ce qui va nous tomber sur la figure, mais elle est assez diffuse. Donc, et donc le citoyen, l'opinion, pour employer un terme générique, met sur le politique une pression plus forte sur le court terme, évidemment, que sur le long terme. Et cette confrontation des enjeux du court terme et du long terme est difficile. Alors après, les médias, alors ça dépend lesquels, mais la crise écologique dans sa cause, dans sa source, dans ses sources, ses racines et dans son traitement, c'est très complexe. Et les médias aujourd'hui, pardon de le dire, s'accommodent peu de la complexité. C'est-à-dire qu'on survole un peu les choses. Alors tout d'un coup, on va ouvrir le journal pour dire que le plus gros iceberg du monde s'est détaché de l'Antarctique. Puis le lendemain, on aura oublié. On va faire une petite brève pour dire que pour la première année, la forêt amazonienne émet plus de CO2 qu'elle n'en stocke. Ouais. On va faire une petite brève pour dire que 50% du vivant pourrait disparaître dans les prochaines décennies. Mais ça passe comme ça dans un espèce de bruit de fond. Il n'y a plus de hiérarchie de l'information. Et puis surtout, il n'y a pas de place pour essayer ensemble de se projeter sur un nouveau modèle. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive quelque part à trouver le chemin, mais ensemble, puisqu'il faut que cette transition se fasse dans la démocratie. Ça veut dire qu'il faut qu'elle se fasse pas d'une manière autoritaire, d'une manière acceptée, compréhensible, copartagée, etc. Pour ça, il faut avoir une société plus apaisée que l'une à l'autre. Je le dis, et c'est un vœu pieux parce que je crains que notre société ne s'apaise pas. Mais si on n'arrive pas à un moment ou à un autre à reprendre nos esprits, à sortir de cette gourmandise de la confrontation dans laquelle nous sommes en permanence, de ces clivages stériles que nous entretenons, alors que, quelles que soient nos idées, nous avons tous intérêt à gagner cette bataille. C'est la mère de toutes les batailles. Il faut comprendre que la crise écologique, dans sa résolution, conditionne tout ce qui a d'essentiel, d'importance ou qui est essentiel à nos yeux. C'est pas une option, c'est la condition de... Si on veut garder tous les acquis que nos générations précédentes nous ont transmises, eh bien, il faut gagner cette bataille. Voilà. C'est la mère de toutes les batailles. Et c'est vrai qu'on a besoin que tous ceux qui ont de l'influence, les médias notamment, prioritairement, nous réunissent sur ces sujets-là. Pas simplement d'ailleurs sur le constat, mais mettre aussi en valeur ce que pourrait devenir le modèle de demain, parce qu'il ne faut pas s'en effrayer. Un modèle qui protège, un modèle qui partage, un modèle qui préserve, un modèle... Je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas prendre cet exemple parce que je suis aujourd'hui à Vichy, mais ce matin, on m'a gentiment et aimablement et magnifiquement emmené, promené le long de l'Allier pour me montrer comment on a réussi à réhabiliter des cours d'eau, les rives de l'Allier, etc. Quand la volonté est là, on peut faire des choses superbes. Et encore une fois, les moyens sont là. C'est simplement à quoi destine-t-on collectivement notre intelligence, notre énergie, nos moyens, notre technologie. Voilà. Mais c'est aussi la volonté de chacun. Parce que si on veut rester en démocratie, et on veut rester en démocratie, on ne pourra pas le faire contre les citoyens. Donc il faut que la volonté individuelle rencontre l'organisation collective.
N'hésitez pas, hein. Si vous applaudissez 15 fois dans la soirée, tant mieux. Je vous encourage à continuer à encourager nos deux intervenants exceptionnels ce soir et Muriel Dourru. On a parlé aujourd'hui un petit peu des solutions collectives. Vous avez beaucoup insisté là-dessus, que des nouvelles organisations en collectif, c'est une de ces solutions pour que justement les citoyens prennent sur eux-mêmes cette volonté d'agir, mais le fassent ensemble. Et parlez un petit peu de cela, parce que je sais que ça vous tient à cœur. Oui, on en a parlé à midi. C'est parce qu'on est, Nicolas le disait très bien, mais on est dans des sociétés qui sont devenues très individualistes en fait, qui nous ont, mais c'est grâce aux énergies fossiles. En fait, on est devenus des gros fainéants et en même temps, comme on a tout qui nous tombe tout cru, et on a l'impression qu'on peut vivre tout seul. Or, en fait, ce n'était pas le cas avant et ça ne sera pas le cas demain puisqu'on ne peut pas continuer à exploiter les ressources comme on le fait aujourd'hui. Après, sur la question du collectif et de l'individuel, sur la question des petits pas et du côté systémique, en fait, moi, je pense qu'on ne peut pas séparer l'un ou l'autre. Et il y a un truc très simple que je me suis dit quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. Au début, déjà, c'était beaucoup de souffrance parce que ces questions-là, quand on les découvre, elles font vachement mal, en fait, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a imaginé pour l'avenir. Quand on a des enfants, ça fait encore plus mal parce qu'on se dit dans quoi je vais projeter mes enfants dans les années qui viennent. J'entendais Cyril Dion il n'y a pas très longtemps qui racontait qu'il avait parlé avec un des derniers émissaires du GIEC qui est en train d'écrire le prochain rapport. Et ce monsieur lui disait, je ne sais pas qui c'est, mais c'est Cyril Dion qui en parlait, et donc ce monsieur lui disait qu'on allait atteindre les plus 1 degré en 2030. 2030, c'est demain, et nous, on est encore là. Plus 1,5 peut-être. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 degré. 1 degré 5, pardon, degré. Excusez-moi, 1 degré 5, bien sûr, en 2030. Et c'est vraiment demain, c'est complètement fou quand on y pense. Et nous, on est encore là à essayer de... Et le GIEC, donc, qui est le groupe d'experts sur le climat, prévoit que si on dépasse 1,5, ça veut dire que Tuvalu, les Maldives et plein de zones côtières disparaissent. Mais on ne connaît pas les conséquences, en fait, on n'en a aucune idée. Oui, il y a aussi la fonte du permafrost, le permafrost qui renferme des quantités phénoménales de méthane. On va parler des solutions après, on ne va pas se déprimer trop en collectif trop longtemps, mais vous avez raison. Je pense qu'il y a toujours ce débat sur vous êtes catastrophiste, il ne faut pas dire les choses. En fait, moi, ça, j'y crois pas du tout. Justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, je pense qu'il faut d'abord souffrir un bon coup. Il faut se prendre les informations qui sont... Voilà, quand on les regarde en face, je suis désolée, elles font vraiment mal, elles sont vraiment dures, les chiffres sont terribles, on peut les tourner dans tous les sens, les chiffres sont vraiment durs. À titre personnel, ça fait mal, à titre collectif, ça fait mal. Après, voilà, pour revenir à votre question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance? Qu'est-ce qu'on fait de ce constat? Alors, soit, effectivement, on reste dans un déni et du coup, on n'avance pas. On n'avance ni personnellement ni collectivement. Ou alors, l'autre option, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Comme je ne suis pas une personnalité politique, je ne suis pas une personnalité premier plan, voilà, j'ai juste Muriel, autrice de livre, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai décidé de ne plus nuire. Ça a été maintenant, c'est mon mantra. Et du coup, mon mantra, c'est de ne plus nuire à mon niveau. C'est-à-dire, j'ai remis en question tout ce sur quoi je pouvais agir. Donc effectivement l'alimentation, ma façon de voyager, j'étais le genre à sauter dans un avion pour aller 3 jours à Barcelone, je ne le ferai plus jamais. Quand je vois aujourd'hui que Ryanair propose des vols à 5 € pour Barcelone, ça me fait bondir, je ne suis plus d'accord du tout avec ça, alors qu'il y a 5 ans, vous pouvez demander à ma compagne, je sautais dedans. Voilà, bon, c'est des petites choses comme ça, mais en fait 1 + 1 + 1 + 1, c'est aussi la solution. Donc pour moi le collectif, il est lié à l'individuel. On change d'abord nous, parce que c'est la première action qu'on peut avoir, c'est sur nous-mêmes. Moi, avant d'avoir une action sur le ministre de l'écologie ou sur le président, j'en ai absolument pas. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est changer moi. Et par contre, là, ce à quoi je crois beaucoup, c'est le fait d'avoir que quand on a un impact à son niveau, en fait, on irradie. Et ce que j'ai remarqué, par exemple, après je laisserai la parole, mais c'est vrai qu'avec ma compagne, nous nous sommes lancés dans un projet qui ressemble au vôtre, qui est un projet d'écolieu. On a racheté un corps de ferme pour une bouchée de pain qu'on est en train de restructurer, et en plus qui est resté à l'identique depuis 100 ans. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on voit comment les gens vivaient en autonomie il y a 100 ans. Et ce projet-là, je dois dire que moi, ça me nourrit énormément. C'est-à-dire, en fait, j'ai transformé la colère en une action positive et elle me fait du bien. Et elle fait du bien à mon ami, et elle fait du bien à mes amis autour de moi. Et voilà, et c'est comme ça qu'on peut agir. C'est à ce niveau-là que je pense que notre premier acte, c'est nous, en fait. Et après, nous, plus les autres. On vous félicite. On vous félicite pour ce changement de vie. Je place 2 phrases que j'aime beaucoup dire quand je suis en Auvergne et en Auvergne-Rhône-Alpes.
Je suis franco-américain, j'ai grandi à New York et San Francisco dans des gratte-ciel, plutôt première partie de ma vie. Je vis comme vous, vous allez peut-être faire bientôt dans un lieu-dit de 200 habitants, et je n'ai jamais été aussi heureux en Haute-Loire, et donc auvergnat d'adoption. Et si je peux me permettre, j'aimerais qu'on aborde à un moment donné cette question de où on vit et nos modes de vie, mais à l'échelle un peu macro, parce que je crois que vous êtes tous les deux un petit peu friands maintenant de dire que peut-être les grandes mégalopoles, autant dans leur concentration économique que de la population, c'est peut-être pas la façon la plus soutenable de vivre. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir évoqué cela, et vous avez aussi mentionné quelque chose qui me permet de faire une transition vers un sujet qui nous intéresse beaucoup dans le parcours de Nicolas Hulot, qui est comment il a conseillé, essayé d'influencer des responsables politiques au plus haut niveau. C'est bien décrit dans le livre. Monsieur Chirac, je vous propose une formule qui est « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », mais ça, c'était juste une phrase dans toute la collaboration que vous avez eue avec lui. Vous avez refusé d'être son ministre de l'écologie, et vous avez influencé Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo quand il était son ministre de l'écologie. Vous avez travaillé avec François Hollande officiellement en tant que son envoyé spécial. Et en expliquant dans le livre, il fallait que j'essaye la dernière chose, qui était de devenir ministre de la Transition écologique et solidaire. Ça, c'était important pour Emmanuel Macron, sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Mais racontez-nous peut-être cette aventure ou cette frustration, et qu'est-ce que devrait faire la politique maintenant? C'est toi qui as ajouté solidaire. Oui, solidaire, c'est votre en travail. En fait, en vous écoutant, je peux analyser les choses de deux manières. Je me dis que je suis quand même franchement mauvais. Non, parce que ça fait 4 présidents que j'essaie de conseiller, et ben pour finir, on n'a rien réglé. Donc je ferais mieux de rester chez moi. On va dire que les nuances sont de votre côté, parce que ça, c'est pas vrai. Il faut resituer les choses. C'est vrai que, mais en même temps, dans ce que je dis, il y a quelque chose de vrai. Je me dis que parfois, je me pose la question, pourquoi on dépense autant d'énergie, et je ne suis pas le seul et pas forcément le plus impliqué, pour convaincre les hommes de se sauver d'eux-mêmes. Parce qu'on n'est pas en train de défendre un secteur particulier. Enfin, ce n'est pas un intérêt particulier. Et il y a des fois, on se dit, mais et ce qui est fou, c'est que souvent, on est confronté à même de l'intelligence, mais qui résiste. Comme si, d'ailleurs, parfois c'est même inversement proportionnel, c'est souvent les gens les plus intelligents qui sont les plus rétifs. Et ça vaut le coup de se poser la question, pourquoi ça? Peut-être parce qu'il y a une forme de vexation de se dire, pour finir, nous sommes un loup pour nous, quoi. C'est-à-dire nous sommes victimes de notre intelligence qu'on ne maîtrise plus, peut-être. Voilà. Parce que beaucoup de femmes et d'hommes évolués ont été aussi, nourris à cette conviction que le progrès était quelque chose de constant, d'irréversible, et que demain, on allait toujours trouver une solution pour régler les problèmes qu'on rencontrait sur notre chemin. Sauf que les problèmes qu'on rencontre, ils sont d'un autre ordre. Voilà. Rétablir les équilibres climatiques ou se substituer au travail d'une abeille, je ne suis pas certain qu'on va trouver ça dans notre logiciel tout de suite. Alors après, oui, je me suis accommodé au début, parce que quand on parle d'un certain nombre de concours de circonstances, accès à des responsables, il faut évidemment utiliser cet accès. Alors, avec le président Chirac, on avait réussi quand même à ce qu'à l'international, puisque sa phrase à Johannesburg, elle a rayonné, hein, elle avait secoué à l'époque. Puis, mine de rien, on a adossé à la Constitution la charte, dont on a oublié, mais c'est une des choses dont je suis assez fier, d'avoir convaincu le président Chirac d'adosser à la Constitution la charte de l'environnement. Ça n'a pas changé grand-chose, mais quand même... Voilà. Puis après, il y a eu, avec le pacte écologique, cette pression qui avait été mise sur les candidats, mais parce qu'il y avait aussi une mobilisation citoyenne fantastique qui a mis de la pression, et ça a donné lieu après au Grenelle de l'environnement, qui a quand même produit une loi de transition énergétique qui est quand même importante, qui a contribué aux premiers effets, en tout cas positifs. Puis après, je me permets d'appuyer cela, parce qu'il n'y a pas le pacte écologique, il n'y a pas le Grenelle de l'environnement, il n'y a pas la plupart des lois sur l'environnement de la dernière décennie. C'est pour ça qu'on peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais en réalité, la question, c'est pas de savoir si un tel a fait un peu mieux qu'un tel. La seule question qui vaut aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait assez?
Est-ce qu'on fait assez pour nous protéger? Est-ce qu'on fait encore des petits pas? Voilà, c'est ça la question. Bon, puis après, il y a eu François Hollande qui a beaucoup joué dans la réussite de la COP21. J'ai travaillé à ses côtés pendant 3 ans. Je lui en suis gré, c'est important. Puis après, il y a eu l'expérience avec Emmanuel Macron. Mais comment dire les choses? La transition écologique, et j'y avais rajouté le mot solidaire parce que je voulais d'emblée bien marquer que j'avais évidemment à l'esprit que cette transition ne peut se faire que dans une volonté de solidarité. C'est-à-dire que si on change d'un modèle, par définition, dans un changement de modèle, il y a des gagnants et des perdants. Et donc, il faut identifier les perdants et flécher tous les moyens pour qu'ils ne soient pas perdants. S'il doit y avoir des transformations professionnelles, il faut donner les moyens pour faire en sorte de rendre cette transformation possible, des moyens dans la formation, investir dans des secteurs stratégiques qui vont permettre des reconversions professionnelles. Ou s'il y a des changements comportementaux, par exemple, tout d'un coup, on va demander aux gens de changer de voiture, ou en tout cas, on va leur interdire l'accès aux villes avec des diesels, ou on va leur augmenter le prix des énergies fossiles. Il faut faire en sorte de leur donner des moyens sans reste à charge, en tout cas pour les ménages, les classes moyennes, pour réduire leur consommation, c'est-à-dire pour rénover leur habitation, pour changer leur chaudière, pour changer leur voiture. Donc il faut investir, pour employer une formule à la mode actuellement, quoi qu'il en coûte, pour ne mettre personne dans une impasse. Ça, c'est la condition de la transition. Et puis, pour engager une transition qui est une transition sociétale. La transition écologique, ce n'est pas simplement un aménagement à la marge d'un modèle. C'est une transformation radicale, à la racine. Radicale, comme Muriel me le rappelle, c'est à la racine. Confier cette transition à une femme ou un homme dans un ministère, pourquoi pas, si tant est qu'il en ait le pouvoir et les moyens. Mais il en est de ce gouvernement comme des autres, donc je ne jette pas la pierre particulièrement, mais c'est pour essayer d'en tirer un enseignement pour l'avenir, à quelqu'un qui n'en a aucun pouvoir. Parce qu'en réalité, j'étais ministre numéro 3 du gouvernement, mais je ne pouvais rien décider tout seul. Et alors peut-être tant mieux, mais ce qui veut dire que si demain on veut organiser une transition, la planifier, la rendre cohérente, la rendre irréversible, ça doit se piloter au plus haut niveau de l'État. Mais pour ça, il faut avoir la même vision, définir les priorités et définir une méthode. Parce que ce qui fait défaut dans nos démocraties, c'est le manque de méthode. On sait quoi faire, mais on ne sait pas comment faire. C'est bien beau de dire on veut la neutralité carbone en 2040, on veut interdire la vente des véhicules thermiques en 2030, on veut tant d'agriculture biologique à je ne sais quelle échéance, on veut sortir du glyphosate à telle échéance, etc. Mais on se fixe un objectif, et ça je peux en témoigner, et puis derrière on passe à autre chose. Et puis quand on arrive au terme de l'objectif, on se rend compte que non seulement on n'a pas atteint l'objectif, mais que la situation est pire que quand on se l'est fixé. Et c'est là où il y a un problème dans la gouvernance publique, c'est que si on se fixe des objectifs, il faut les rendre irréversibles, c'est-à-dire il faut les cranter dans la loi, pour que personne n'ait le moindre doute qu'on va revenir sur ces objectifs, et donc on se mette en ordre de marche pour réaliser les objectifs. Mais le troisième principe qui est important, c'est la progressivité, c'est-à-dire c'est l'accompagnement. Si on veut passer de l'agriculture conventionnelle à une agriculture plus agroécologique, il faut aider évidemment les acteurs concernés, les aider financièrement, et c'est pour ça qu'il faut investir massivement. Et investir massivement dans la transition écologique, ça n'est pas perdre de l'argent. Au contraire, c'est en préserver. Parce que la crise écologique, de jour en jour, elle va nous coûter 10 fois plus cher. Ce qu'on appelle les externalités négatives. À l'inverse, quand vous injectez 1 euro dans la transition écologique, au minimum, vous allez générer dans l'économie 1,5 €, voire 2 €, plus les emplois qui sont à la clé. Et donc, revenir au titre du livre, si on veut une transition digne de ce nom, c'est un plan Marshall qu'il faut, c'est un effort de guerre. Voilà. Mais faire croire qu'avec un peu de saupoudrage, et sans vouloir être démago du tout, mais c'est là où il faut que les mots et les actes soient en conformité, en harmonie. Si, comme le disent tous les responsables politiques, la crise climatique, et comme le disent les Nations Unies, comme le disent le GIEC, comme le disent même la Banque mondiale, met en péril l'avenir de l'humanité, pourquoi on ne s'autorise pas, en termes de digression budgétaire,
les mêmes pratiques que quand on a opéré soit en 2008 pour la crise financière, oui, soit qu'on a opéré pour la crise sanitaire. C'est la vraie question. Oui. Pourquoi on peut sortir de l'orthodoxie économique pour sauver le système financier, ou le faire pour de bonnes raisons pendant la crise sanitaire, mais on ne peut pas le faire pour sauver la planète ou l'avenir de nos enfants. C'est parce que c'est des enjeux à long terme. Oui, mais la réponse est probablement là, mais tirons des leçons. On s'est autorisé, ce qui était impossible de bouger un curseur. Enfin, moi, j'ai vu des entêtements sur des règles budgétaires au centime près, alors qu'il y allait de la souffrance de personnes. Enfin, voilà. Là, on a tout intérêt, même si on raisonne que sur un plan économique, parce qu'à un moment ou à un autre, ce sont nos économies qui vont s'effondrer. Il faut faire jaillir ce nouveau modèle. Il y aura aussi des opportunités économiques, parce que l'économie a l'horreur du vide. Ce ne sera pas le même modèle. Ce ne sera pas un modèle évidemment basé sur la prédation, la concentration, la compétition. Le modèle économique de demain, c'est un modèle qui va être fondé sur le partage, sur la préservation, sur la protection, sur la réhabilitation, sur la résilience. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Avant de la poser, je vous invite à réfléchir et si vous le souhaitez, poser des questions à Nicolas Hulot et Muriel Dourru. Nous avons 2 micros ici en bas. C'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que les personnes qui sont en haut, vous n'êtes évidemment pas privés de poser des questions. C'est juste pour vous donner du temps pour descendre et vous mettre en respectant les distances à la queue pour poser des questions. Donc n'hésitez pas, dans les 10 minutes qui viennent, à venir vous positionner pour poser des questions. Ne soyez pas timides de ces 2 personnes extrêmement chaleureuses quand il s'agit de répondre à vos questions. Je peux en témoigner. J'ai une question sur l'action que vous avez dans vos organisations en tant qu'individu. Muriel Dourru, vous êtes là ici à Vichy parce que vous travaillez avec des quartiers défavorisés sur des expressions culturelles. Donc peut-être qu'on se dévie un petit peu du sujet, mais est-ce que vous pourriez raconter cette expérience-là? Et après, j'ai une question à Nicolas Hulot sur l'action de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Moi, mon action à Vichy, elle vient d'abord de Vichy. En fait, c'est eux qui m'ont invité en résidence d'artiste. Une résidence d'artiste, c'est quelque chose qui est assez courant dans les villes. Le principe, c'est d'inviter un artiste dans les murs. Il vit sur place pendant plusieurs mois et il a 70% de son temps sur une création en général personnelle. Ça dépend des termes de la résidence. Et 30% de son temps qui doit être dédié à ce qu'on appelle la médiation. Donc la médiation qui peut être sociale et culturelle, effectivement, et artistique dans mon cas. Donc ce que j'ai fait en fait depuis le mois de janvier, ça a été très haché à cause des confinements successifs, c'est que je suis intervenue dans des écoles primaires pour animer donc des ateliers souvent je les faisais travailler sur des mini BD, je leur apprenais comment faire une BD donc aux enfants, je leur expliquais et donc après ils faisaient leur création personnelle. J'en parlais avec Martin Kubisch, le directeur qui est quand même beaucoup à l'initiative de ce projet, avec Isabelle Minard de la médiathèque. Ça a été des moments très très émouvants et d'ailleurs qui rejoignent un peu tous ces sujets aussi parce que, pour vous le dire, moi ce que j'ai vu beaucoup malheureusement c'est qu'à chaque fois que j'interviens dans une classe, je vois des enfants en souffrance. Mais c'est systématique. Et je dois dire qu'à chaque fois, je suis très, très émue. Et j'avais arrêté, puisque je suis rentrée chez moi avec le dernier confinement. Et je suis revenue là et j'ai fait ma dernière médiation hier. Et encore une fois, j'ai un enfant qui s'est effondré en larmes parce que, en fait, le fait de travailler sur leur mini-BD qui correspond à leur vie, en fait, je les fais travailler sur leur vie de famille, leur vie, parce que c'est le thème de ma résidence, confinement, vie de quartier, vie de famille, enfin, vie à la maison. Et à chaque fois, en fait, je vois un enfant qui souffre du fait de le ramener à son sujet à lui, de sa vie. Et voilà. Et ça me questionne aussi beaucoup. J'avais lu dans un article qu'il y avait au moins 2 enfants qui étaient en souffrance par classe, et je peux en témoigner parce que c'est vraiment à chaque fois. Donc voilà. Et je suis quand même heureuse de participer à ça parce que du coup, je me dis, bon, moi, ça m'émeut beaucoup, hein, mais je me dis peut-être. Grâce à l'art, ils peuvent sortir des choses, effectivement, et souvent ces enfants-là, même quand ils souffrent, même quand ils pleurent, ils arrivent à sortir une création personnelle qui est vachement forte, en fait, souvent sur leur vie, ça leur permet d'exprimer des choses, ce qu'on appelle un peu l'art-thérapie. Voilà, et juste aussi par rapport au sujet du livre, je suis intervenue dans des collèges, alors moins souvent parce que c'était pas prévu comme ça au départ, puisque mon livre est sorti, enfin notre livre est sorti pendant ma résidence, mais je suis intervenue dans les collèges et j'ai utilisé ce livre et des images de ce livre avec les collégiens. Et je dois dire que, pareil, une autre forme d'émotion. Là, ce que j'ai vraiment senti, c'est un désir
très très fort des adolescents, d'être informés. Et la plupart du temps, le retour que j'avais, c'était « on ne sait pas ». Alors, vraiment, je vous assure que j'étais la première surprise. Moi, j'ai l'impression qu'on ne fait que parler de ces questions-là. J'ai l'impression que maintenant, tout le monde est informé. Mais je sais qu'il faut se méfier de son réseau informationnel, de son petit microcosme. Et le mien est certainement pas révélateur de toute la population. Et je peux aussi en témoigner, puisqu'en fait, les adolescents m'ont tous dit, par exemple, cette image du cachalot que je leur montrais, donc un cachalot qui a été trouvé mort en 2018, parce qu'il avait des quantités astronomiques de plastique qu'il avait ingéré. Il était très jeune, hein, donc il n'aurait pas du tout dû mourir. En fait, les adolescents étaient extrêmement choqués, et certains m'ont dit, c'est la première fois que je me rends compte que quand je jette quelque chose par terre, ça peut arriver dans un cachalot. En fait, ils n'avaient jamais fait le lien. Donc voilà, ça c'est le travail que je mène avec les enfants et les adolescents. Et vraiment, d'ailleurs, pour en revenir à ce livre, moi je crois beaucoup à l'information. Je sais que ça fait mal, je sais qu'on n'a pas envie de parler de ça avec nos enfants aussi, en tant que parents. C'est pas facile de leur dire ce qui se passe dans leur monde. Quand même, ils sont plus assez sensibles la plupart du temps à la nature, aux animaux. Mais en fait, je pense qu'il faut en passer par là, même si ça nous fait mal en tant que parents de leur dire ça. Le réchauffement climatique, tout ça, c'est des choses qui sont effectivement assez anxiogènes, mais sincèrement, c'est le monde qui les entoure et c'est le monde qui les attend. Le réchauffement climatique, ça va les concerner en premier lieu. Donc, la première chose, c'est de les informer, c'est de leur dire, et puis de voir après comment ensemble, collectivement, on peut avancer. Nous vous en remercions de ce travail avec les jeunes de Vichy et des alentours. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous sur le fait de parler avec les jeunes des réalités. Imaginez la culpabilité de ne pas leur en parler et qu'ils découvrent non seulement que les générations précédentes ont contribué à leur laisser une planète un petit peu en moins bon état, mais en plus de ne pas leur parler de ce sujet. Donc bravo en tout cas et continuez comme ça. Et je pense que la ville de Vichy et ces jeunes, que vous leur manquerez, parce que si j'ai bien compris, c'est la fin, mais on espère que vous reviendrez. La Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, vous en tirez plein de conclusions, j'imagine. Nicolas, vous l'avez créée en 1990, hein, elle commence à avoir une belle histoire. Vous agissez sur nombreux terrains. Quels sont un petit peu les enjeux pour elle? Comment vous les abordez? Faites sens de tout ça. On est un peu sur tous les fronts parce que, encore une fois, la transition écologique, la crise écologique, elle touche tellement de thématiques. Elle touche les transports, elle touche l'agriculture, mais elle touche aussi l'économie, elle touche la sociologie, elle touche même la philosophie. Enfin, bon, donc, il faut traiter tout cela. Il y a la partie visible de la Fondation, ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est-à-dire on suit les politiques publiques. Bien entendu, on les challenge, on alerte quand les choses ne vont pas dans le bon sens, on entretient un dialogue avec les élus de tous bords dans les territoires, à l'échelle nationale. Donc voilà, ça c'est une sorte de lobbying, mais d'intérêt général. Mais on ne se contente pas simplement de dénoncer ou d'alerter. C'est une des particularités de la Fondation, on n'est pas les seuls en tout cas, c'est qu'on propose. On a un conseil scientifique et un think tank. Et je peux le dire, pour donner un exemple, beaucoup de choses du Grenelle de l'environnement ont été en gestation à la Fondation. Bon. Et donc en permanence, on est dans la proposition, parfois des propositions qui restent vaines et parfois des propositions qui partiellement ou globalement sont reprises par des députés, par des sénateurs, par des ministres ou même par des présidents. Donc on est aussi dans cette dynamique et fonction. Puis après, il y a la partie mobilisation, éducation, dans toutes les sphères, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec les milieux économiques que les milieux scientifiques, que les milieux universitaires, que le système scolaire, mobiliser, alimenter, sensibiliser. Et puis, le propre d'une fondation, c'est également d'être au service de celles et ceux qui veulent agir. Ça, c'est la partie la moins visible. Mais chaque année, et depuis le début de la Fondation, on a soutenu des milliers de projets en France et notamment en Afrique, pas simplement en Afrique, de gens qui veulent agir. Mais ils ont des idées, ils n'ont pas de moyens. Alors, soit ils n'ont pas de moyens économiques, alors on peut les aider, soit ils n'ont pas de moyens logistiques, c'est-à-dire qu'on va leur mettre des compétences à disposition, soit on va les aider à monter des dossiers de financement dans des grandes institutions. Donc ça, c'est le travail de l'ombre de la Fondation, mais ça finit par créer un réseau et il y a énormément d'actions, parfois des petites actions et parfois des actions qui deviennent grandes et qui se multiplient. Voilà. Là, dans les temps à venir,
au-delà de tout cela qui continue, bien entendu, on va beaucoup travailler avec ce qu'on appelle le pacte du pouvoir de vivre. Le pacte du pouvoir de vivre, c'est une coalition de 64 ou 68, je ne sais plus, organisations non gouvernementales, des ONG qui travaillent dans le domaine environnemental, mais aussi et surtout dans le domaine de l'exclusion. ATD Carmonde, la Fondation Abbé Pierre, voilà. Et puis y compris des syndicats, au premier rang desquels la CFDT, pour essayer ensemble d'élaborer une matrice de propositions qui peut faire projet pour rendre indissociable dans le traitement et dans les propositions l'enjeu écologique et social. Parce que jusqu'à présent, chacun travaillait dans son coin. Et en fait, on s'aperçoit que les deux choses, évidemment, sont indissociables, à la fois dans leurs conséquences, mais à la fois dans leurs origines et à la fois dans leur traitement. Donc dans un esprit, non pas d'entraver l'action publique, non pas simplement de commenter le débat politique, mais de nourrir le débat politique, parce que la crainte que nous ayons, et c'est un euphémisme de dire ça, c'est que dans les semaines, mois à venir, même s'il faut évidemment garder raison, encore une fois, l'enjeu écologique soit caricaturé, raillé, et surtout donne l'objet, encore une fois, de confrontation plutôt que d'union. Voilà. Et qu'on aille au fond des choses. On va tenter l'expérience. Je n'ai aucune idée si ça sera audible, si ça servira à quelque chose, si nous arriverons dans cette campagne à élever un tout petit peu, voilà, et à s'extraire du pugilat ambiant. Mais en tout cas, il faut le faire. Voilà. Et il faut jouer collectif. Pour moi, c'est très important. Tout ce qui participe de convergence, de se rassembler, bien entendu, c'est important. Parce que si on ne fait pas masse, on ne pèsera pas. Voilà. Et bon, donc c'est ce qui va, prioritairement nous mobiliser à la Fondation dans les mois qui viennent. Je tiens, avant de vous donner la parole, à souligner un projet qui est dans le livre, qui est soutenu par la Fondation Nicolas Hulot, qui est une école montée par une association à Toulouse qui aide des jeunes qui étaient en décrochage scolaire à se remettre dans des études, mais des projets de restauration de la nature et de préservation de la nature. Très beau projet que votre fondation a soutenu. Oui, il y a même des choses, moi, maintenant, que je découvre que fait la Fondation, parce que je ne peux pas être derrière tous les projets. Mais l'autre jour, j'ai été visiter près de Toulouse ce réseau qui s'appelle Être. Et on prend des jeunes et des moins jeunes qui sont en décrochage, soit parce que ils ont eu des problèmes dans leur famille, soit parce qu'ils ont eu des problèmes avec la justice, soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, enfin, ils ont décroché. Et bien, en mêlant insertion, bien entendu, et puis en les mettant dans un périmètre d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire en leur donnant du sens, en les concertant, en les associant au but, etc. Enfin, voilà, par tout un protocole. Il y a un taux de réussite absolument incroyable, et quand ils sortent de là, ils ont tous une capacité et ils ont un métier. Voilà. Mais c'est des métiers soit dans le retraitement, soit dans la menuiserie, soit voilà. Et ça marche très très bien. Et donc maintenant, d'une expérience comme ça, il y en a une quinzaine qui sont en gestation dans tout le territoire français. Bravo, bravo. Je vois une personne, je crois, parce qu'il y a une mauvaise lumière, je vous en prie. Oui, allez-y, je vous en prie. Approcher des micros. Je sais pas, c'est bon pour... oui. Là, on vous entend, voilà. Oui. Merci. Alors, je vous remercie d'être venu sur Vichy et d'avoir abordé le fait que vous êtes allé effectivement le long de la rivière de Vichy. Est-ce qu'on vous a présenté les zones humides? Parce qu'en fait, on est une association qui défendons le problème des zones humides et qui souhaitons le retour du projet, disons, d'aller vers le projet du parc national zone humide pour l'Allier, le Bourbonnais, parce qu'en fait, ce projet avait été porté par le Grenelle de l'environnement dont vous avez parlé. Et alors, on voudrait, moi, disons, la question que je voudrais poser, j'en aurais trois, qui est, la mémoire est faite pour oublier, ça c'est certain. Mais la rivière Allier, entre autres, c'est reconnu au niveau scientifique à les crues les plus fortes d'Europe. C'est-à-dire que la rivière peut déborder, monter à 4 mètres au-dessus de la hauteur d'un saule, d'un arbre, si vous voulez. Donc,
cette mémoire a disparu parce que les crues centennales ont lieu tous les 200 ou 300 ans. Donc comment faire pour faire reprendre cette conscience à la fois aux élus, parce qu'en fait les élus maintenant parlent de canicule mais ils ne parlent plus des inondations, alors qu'en fait on sait très bien qu'actuellement on est dans un dérèglement climatique, on n'est pas dans un réchauffement climatique. Et comment, disons, faire comprendre aussi que les sols, la texture d'un sol d'une zone humide n'est pas la même que la texture d'un sol agricole. Comment faire comprendre que les zones humides, ça représente 3% des terres terrestres et que 3%, quand elles ont disparu, elles ne jouent plus leur fonctionnement. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la parabole qu'avait donnée Bruno David, qui est le président du Muséum d'histoire naturelle, qui expliquait la différence entre écosystème et biodiversité, en expliquant que l'écosystème, c'était la tour Eiffel, et que la biodiversité, c'était les boulons, et c'était les aciers, les morceaux d'acier. Si on détruit la biodiversité, si on enlève les boulons et les morceaux d'acier, à un moment donné, la tour Eiffel, elle tient encore, et puis après, si on en enlève un de trop, la tour Eiffel, elle tombe. Et à ce moment-là, la tour Eiffel n'a plus son fonctionnement. Et donc, l'écosystème sur les zones humides, comment est-ce qu'on peut arriver à faire comprendre cet écosystème très spécifique ? Nous, on a relancé ce projet, on a écrit au moment où vous partiez, mais on a écrit, on a relancé, on a eu quelques contacts, et puis... Eh bien, en fait, pour l'instant, effectivement, on parle des zones Ramsar, mais les zones Ramsar, c'est une zone d'animation, mais pas une zone de protection des zones humides. Et sur le bord de la rivière Allier que vous avez vu, en fait, il risque d'y avoir des descriptions de zones humides. Donc, comment vous pourriez nous aider pour faire prendre conscience de cette différence, si c'est possible ? Merci. Merci. Merci beaucoup et pour votre explication que on ne sauvera pas les espèces si on ne préserve pas, surtout si on ne réhabilite pas les écosystèmes. Donc c'est bien de le rappeler, hein. Il faut avoir une approche systémique, ce que Bruno David explique très bien. C'est d'ailleurs toute la difficulté et le challenge que l'humanité a devant elle, parce que si on veut sauver la biodiversité, il faut laisser un peu de place à la nature. Et on ne peut pas simplement créer comme ça quelques petits sanctuaires qui ne sont pas reliés entre eux. Donc il faut avoir une approche beaucoup plus globale. Maintenant, vous ne m'en voudrez pas de ne pas rentrer plus dans le détail sur la problématique que vous avez l'air de mieux connaître, évidemment que je le connais, puisque moi jusqu'à ce matin, je n'avais même jamais vu l'Allier, j'en avais entendu parler, puisqu'elle bénéficie d'une renommée importante, puisqu'on dit que c'est un des derniers fleuves sauvages de France. Alors peut-être que ça mérite d'être pondéré, bien entendu. On a été ce matin me faire un tour, et j'ai d'ailleurs honnêtement beaucoup apprécié d'aller visiter de l'intérieur les passes à poissons qui sont au bout du lac, et dans le petit quart d'heure où on est resté devant les vitres, on a vu passer, pas de saumon, mais bon nombre de poissons, y compris un silure, bien entendu. Il paraît qu'il n'y a pas très longtemps, il y a même une loutre qui est venue coller son museau sur la vitre. Donc tout ça sont quand même des indicateurs de pas trop mauvaise santé. On m'a informé, sans que je puisse rentrer dans le détail, sur la volonté de créer une zone Ramsar. Voilà, donc tout ça me participe, semble-t-il, de ce que j'en ai vu, d'une certaine volonté. J'ai vu les travaux quand même de rénovation qui ont été faits, et notamment le fait justement que certaines berges qui étaient en béton ou en ciment ont été réhabilitées avec de la terre meuble, etc., etc. Il y a un petit affluent, j'ai oublié le nom, pardon, mais qui se jette dans le lac, qui, me semble-t-il, a été plutôt assez brillamment réhabilité. Voilà. Après, je ne connais pas suffisamment, le dossier pour émettre là un avis. Ça serait très démagogique, bien entendu. Comment vous aider, j'en sais rien. Ce que je pense, il en vaut de Vichy comme de tout. L'intelligence, elle n'est l'exclusivité de personne. Et le dialogue entre les associations et les élus, il est très important. Voilà. Comme il est important, moi j'ai beaucoup contribué à l'échelle nationale, parce que jusqu'au Grenelle de l'environnement, on était dans une forme de confrontation, de suspicion, et chacun invectivait l'autre. Voilà. Donc moi, les gens que j'ai rencontrés ce matin, je le dis très sincèrement, il y avait notamment quelqu'un qui n'était pas un élu, mais qui était l'opérationnel de tout cela.
il m'a semblé excessivement fin connaisseur, avoir une vision d'ensemble. Voilà, alors quelle est l'ampleur du projet? Jusqu'où vont-ils aller? Est-ce que vous avez un contact avec eux? Est-ce que le dialogue est engagé? C'est la question que je vous pose. Moi, je peux rebondir sur quelque chose. Je suis désolée aussi. Si je peux me permettre, dans l'intérêt du collectif, il faut que je donne la parole à Muriel de pour répondre. Et puis, pardon, juste une petite intervention, parce que ce que vous avez soulevé comme problème me fait penser à quelque chose que j'ai lu très récemment et qui, moi, m'a beaucoup intéressée. Et j'ai trouvé, justement, ça rebondit par rapport à ce qu'on vit en fait avec la pandémie et le virus de la Covid. Rien à voir, et je suis désolée, c'est trop spécifique, votre problématique. Je suis comme Nicolas, je ne me permettrai pas d'intervenir là-dessus. Par contre, par rapport à la biodiversité, quelque chose, en fait, on en parle beaucoup, mais on n'a pas forcément, on se rend pas forcément compte de l'impact sur nous. Or, par exemple, le virus, en fait, ce qui se passe, c'est, je suis en train de lire La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin. Je vous conseille, c'est pas un livre qui est très facile, mais il explique tout et en fait on comprend tout. Et surtout, je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était une parole que je n'entendais jamais chez les politiques, c'est-à-dire comme on en parlait tout à l'heure, on est constamment à régler des problèmes et on ne parle jamais des causes. Alors par exemple, là tout le monde parle de la Covid-19, tout le monde parle de ça, tout le monde a ce mot dans la bouche, mais personne ne parle de l'effondrement de la biodiversité qui en est responsable, qui fait que nous sommes aujourd'hui infectés par ce virus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec l'effondrement de la biodiversité, nous sommes de plus en plus mis en relation avec des pathogènes qui nous étaient inconnus auparavant. Plus la biodiversité est diverse et riche, plus il y a un effet de dilution des virus entre les espèces. Et donc, plus nous sommes protégés. Et donc, à l'inverse, évidemment, moins il y a de biodiversité, plus nous sommes mis en relation avec des virus dangereux, des virus que nous ne connaissions pas. Donc déjà, nous sommes infectés plus facilement à cause de ça. Et la deuxième chose aussi, c'est que comme par ailleurs, nous vivons en ville et nous vivons dans des sociétés qui sont très hygiénistes, nos organismes ne sont plus du tout à même de réagir comme il faut face à ces virus. C'est-à-dire qu'avant, quand on vivait à la ferme, on vivait avec du foin, et ben on était moins sujet au virus. Et là, aujourd'hui, nous sommes non seulement plus exposés, mais en plus, nous sommes plus fragiles. Et ça, c'est du fait de l'effondrement de la biodiversité. Donc, quand on se demande l'effondrement de la biodiversité, en fait, ça n'a aucun impact sur moi, sur ma vie, sur les autres autour de moi. En fait, c'est faux. Et malheureusement, c'est une parole que moi, je n'ai jamais entendue chez les responsables politiques. On ne fait que régler le problème. Je vais tout à fait dans votre sens. L'effondrement de la biodiversité au niveau des zoonoses, on le voit avec les renards. On tue les renards, mais à cause de ça, on a la maladie de Lyme en partie. Enfin, je veux dire que c'est pas aussi simple que ça, mais ça augmente la maladie de Lyme parce que les renards, ils attrapent effectivement les souris, les rats. Alors, pour répondre à votre question sur les contacts, on a eu des contacts, effectivement, on a été très bien reçus par notre député, on a eu des salles gratuites, mais on n'a plus de salles gratuites à cause de la Covid, où on pouvait faire des conférences, où on pouvait effectivement présenter des choses. Les zones Ramsar, c'est un début, mais le problème, disons, ça permet de faire des animations, mais ces animations ne permettent pas de protéger le reste des zones humides et ne protégera pas les zones humides qui sont menacées. Or, les zones humides, c'est ce qui permet d'avoir de l'eau potable en qualité, en quantité. Et donc, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a les zoonoses. Non, mais en tout cas, si demain ça devenait une zone avec un label Ramsar, les critères pour que la zone devienne Ramsar, ils sont quand même importants. Et ça veut dire qu'à partir de là, évidemment, il y a un certain nombre de garanties que cette zone puisse, conserver sa qualité écologique. Alors moi, j'avais comme vous cette idée, mais comme on a un conseil scientifique, un comité scientifique, et donc entre 5 et 10, on en a 5 officiels et 10, disons, de tous les niveaux, aussi bien CNRS que Muséum d'Histoire naturelle. Je ne veux vraiment pas être impoli, madame. Est-ce que si vous aviez vos deux autres questions, vous pouvez juste les poser à la suite, comme ça ensuite, parce que là, on a quelques minutes qui nous restent. Et il faut qu'on leur donne Il n'y a aucun problème. Juste dans la minute qui vient, si vous pouvez juste poser les deux autres questions. Donc si vous voulez, on va dire que la zone Ramsar, c'est une avancée, mais ce n'est pas une protection, d'après notre comité scientifique, des personnes quand même de qualité, qui estiment qu'il n'y aura pas la protection des zones humides. Et effectivement, on voit que sur les prochains projets, il y a des aspects des zones humides qui vont être modifiés. Le sol va être modifié, en fait.
Dans tous les cas, les zones humides, un sujet qui est insuffisamment, parce que le mot insuffisant dans le titre, on le retrouve, est un des fils conducteurs de ce soir, insuffisamment médiatisé, traité, c'est sûr, parce qu'on en a perdu quand même 80% à l'échelle mondiale. Je vous remercie, Madame, de votre question et on vous encourage aussi dans votre activité, justement, de protection de l'environnement sur le territoire. S'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent poser une question à Monsieur Nicolas Hulot, Muriel Duru, si, une personne devant et Monsieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est en revanche, je vais vous donner de manière très impolie la consigne d'être le plus concis possible, d'aller directement à votre question. On va les prendre les unes après les autres, comme ça, nos deux intervenants répondront à toutes les questions à la suite après. Je vous en prie. Bonjour, alors moi c'était surtout un témoignage et en fait une illustration puisqu'il se trouve que je suis la présidente de Être en Bourbonnais qui est donc la première école sur le territoire donc Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc j'en profite du coup pour vous inviter du coup tous les deux dans le nord de l'Allier et nous soutenir dans cette action-là puisque c'est vrai que pour le coup sur la région Auvergne-Rhône-Alpes malheureusement Monsieur Wauquiez a largement diminué, voire sabré l'argent qui était attribué justement pour la formation des jeunes et des jeunes décrocheurs. Et j'en sais quelque chose puisque je suis par ailleurs enseignante spécialisée en SECPA et donc voilà, donc je sais comment vivent aussi les jeunes actuellement et avec la crise actuelle. On va avoir trois axes et notre première formation de remobilisation aura lieu du 5 au 9 juillet. Avec notamment les métiers de la transition écologique, notamment tout ce qui est maraîchage bio, les métiers du bois et puis les métiers d'éco-construction. Donc voilà, on vous invite. Et par ailleurs, il se trouve qu'il y a aussi une des premières librairies qui est librairie itinérante en milieu rural. Donc on sera ravis de vous accueillir en même temps pour pouvoir faire signer ce livre-là. Et voilà, ce serait vraiment super parce que pour le coup, en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un gros combat que de réussir à mettre en place tout ça. Parce qu'on est relativement peu aidé malheureusement. Voilà. Et moi, je retiens mon court séjour comme un petit repérage. Après, je vais demander si je peux être résident à Vichy pour pouvoir avoir un peu plus de temps. Mais au-delà de la plaisanterie, il y a quelque chose, et je veux fustiger personne, mais qui est inestimable dans ce type d'expérience. Quand vous redonnez du sourire, quand vous redonnez de la dignité, quand vous redonnez de la reconnaissance, ça rentre dans aucune comptabilité. C'est bien dit. Merci de votre témoignage. Monsieur. Bonjour à tous. Merci pour cette rencontre, très bien organisée. Deux questions très simples. Une pour Monsieur Hulot, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce matin, et une pour Madame Duru, où on s'est rencontrés lors d'une action qui a eu lieu cette semaine sur QC. Je vais passer par Madame en premier. Dans le champ des discriminations, il y en a une qui est insurmontable, c'est celle dans laquelle où je peux être, même si elle est minime, c'est l'handicap. Il y a encore trop de problématiques à ce niveau-là et de discrimination, je pense. Et si vous voulez, à travers ceci, je voulais savoir si ce document, cette animation BD, vraiment cette chose que vous avez mis en place tous les deux, est pour moi, sur le peu que j'ai pu voir, quelque chose de magnifique parce qu'elle est compréhensible de tous. Elle est compréhensible vraiment d'une manière très simple. On n'a pas besoin d'être sorti de l'ENA, on va dire, pour pouvoir tout comprendre, mais simplement de bien comprendre les choses à la manière individuelle, comme l'avait dit. Moi, je voulais savoir, première question pour vous, est-ce que ce document, aujourd'hui, existe sous une autre forme que le papier classique, mais d'une façon numérique ou d'une façon braille pour les personnes en situation de handicap? Première question. La deuxième étant un acteur éco-citoyen et non pas écologiste ou écologique, dans les deux mots venants, tous les dimanches, avec l'association Trashbuster dont je suis adhérent, on ramasse des petits déchets, des mégots par exemple, entre autres. Et j'ai le triste record d'avoir ramassé en 50 mètres en 1 heure, puisque nos actions font 1 heure, 1405 mégots, l'équivalent d'une boîte de conserve petit format, en 1 heure. Sachant qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, il me semble, faites vite le calcul pour les générations futures.
Simplement, ça c'est le côté un petit peu comme vous, madame, de faire bouger les choses et de dire stop. On peut se raisonner si individuellement on veut faire les choses. Voilà, ça c'est les questions pour vous, madame. Et concernant monsieur Hulot, je voudrais savoir, on a pu entendre parler, je me suis également adhérent dans un club de voitures anciennes, même si je n'en ai pas, j'adore et j'apprécie nos anciennes véhicules, autour des polluants de ces voitures. Donc on a plusieurs villes qui diraient « Ah, rouler avec une ancienne, ça pollue ». Aujourd'hui, j'ai envie de poser très vite 2 questions. Entre les voitures qui vont hyper vite, qui d'ailleurs, pourquoi vont-elles vite alors qu'elles polluent autant que si elles allaient plus doucement, et les véhicules, aujourd'hui, dits hybrides, avec batterie et recharge électrique, ne sont-ils pas plus ou pareil polluants quand on sait où la batterie elle se fait, par qui elle se fait, comment elle est régénérée, comment elle est utilisée, et surtout, derrière tout ça, moi j'estime que l'hybride est peut-être bien, et chacun y verra la place qu'il veut, et je ne juge pas là-dessus. Simplement, pour nous, personnes en PMR, surtout les personnes sourdes et malentendantes, l'hybride est un danger permanent. Voilà, merci. Merci à vous. Je vous en prie. La seule, si j'ai bien compris la question pour moi, c'était si le livre existait sous d'autres versions. Alors ça, je suis désolée, c'est un travail d'éditeur. Je sais juste qu'il existe en version numérique. Par contre, non, je ne crois pas qu'il existe en version braille. Je suis désolée. Mais quelque chose peut-être qui se passera plus tard. Ça se fera. D'abord, bravo pour ce que vous faites aussi à votre échelle. Juste au passage, pour vous montrer que quand on est ministre, même sur des choses simples, on n'arrive pas à les obtenir parce que j'avais émis un souhait, j'étais quand même ministre du Transport, même si j'avais une ministre déléguée qui était Elisabeth Borne, c'était dans mon périmètre. Et par rapport à ce que vous venez de dire, j'avais eu une idée de doter tous les véhicules en général, et particulièrement les véhicules électriques, parce qu'ils sont silencieux, de ce que j'appelle un klaxon de courtoisie. Parce que ce que je trouvais bien dans les bus à Paris ou dans certaines villes, c'est qu'ils ont un petit klaxon qui ressemble à une petite sonnette de vélo. C'est pas agressif. Oui. Vous avez remarqué, quand vous donnez un coup de klaxon à quelqu'un, il a tout de suite une réaction un peu agressive, parce qu'il a peur. Et donc, j'avais dit qu'il faudrait que l'industrie propose systématiquement un deuxième avertisseur, un petit klaxon de courtoisie, parce que ça détendrait dans les villes, ça permet de faire un petit signe, attention, vous ne m'avez pas entendu, ou attention, vous allez traverser, etc. etc. Et même ça, je n'y suis pas arrivé, c'est vous dire quand même, mais c'est ce que je vous dis, en fait, je pense que je ne suis pas si bon que ça. Après, vous abordez un sujet qui est d'une grande complexité, parce que pour établir un élément de comparaison entre ce que pollue un véhicule, ce que pollue parfois, par exemple, un véhicule électrique va générer des particules fines, mais par contre va émettre moins à l'utilisation, si ce n'est zéro gaz à effet de serre. Mais après, comment ce véhicule a été construit, avec quelle énergie? Est-ce qu'il a été construit avec des énergies renouvelables ou avec des énergies carbonées? Quel a été le circuit de tous les matériaux pour pouvoir construire cette voiture? Qu'est-ce qu'il y a comme terre rare dans les batteries? Avec quelle méthode d'extraction? Donc, c'est d'une complexité absolue et il n'y a rien de 100% vertueux. Donc, il faut parfois choisir en l'état la moins mauvaise des solutions et puis tenter, évidemment, après, d'améliorer les process, de réduire les circuits, de rentrer dans un cycle d'économie circulaire pour faire en sorte que les matériaux puissent rentrer dans une chaîne de réutilisation, etc., etc. Alors, et puis après, il y a l'usage qu'on en fait, évidemment. Si vous avez un véhicule hybride, mais que vous roulez en permanence au-delà des limites autorisées, si vous roulez comme un malade, si vous roulez, voilà. Donc, il y a... Alors, je vois bien ce que vous voulez dire. Bon, moi, je pense que tout est une question, comment dire, d'équilibre. Est-ce que demain, il faut interdire les véhicules de collection parce qu'ils ne sont pas aux mêmes normes? Moi, je pense qu'il faut les faire bénéficier d'un certain nombre de dérogations, mais dans un usage qui soit très conditionné et contraint. Voilà, bien entendu. Je pense que quand on va, comment dire, et ça va être le cas des zones à émissions réduites, quand on va commencer à fermer le cœur des villes à un certain nombre de véhicules,
pendant des périodes de semaines où il y a une abondance de véhicules, les véhicules de collection n'auront pas à y échapper. Ça sera le cas de moi. Donc encore une fois, c'est une question de nuance. Mais globalement, l'industrie automobile va vers du mieux en termes de pollution. Très sincèrement, ça va vers du mieux, mais il va falloir, encore une fois, qu'on construise ces cercles vertueux. Et je suis bien d'accord. Et je connais toutes les difficultés sur les véhicules électriques. Moi-même, j'en ai depuis longtemps, et on m'a souvent pointé du doigt en disant « Oui, mais tu crois que tu es plus écolo avec ton véhicule électrique, alors qu'on utilise tel type de matériaux, que c'est extrait dans tel pays, etc. » Non, je sais bien que ce n'est pas parfait. Et puis, voilà. Mais c'est mieux. Et ça va aller de mieux en mieux. Ce matin, on m'a fait faire un petit tour en vélo hydrogène. Alors voilà, pareil, vélo hydrogène, on se dit c'est parfait. J'ai tout de suite posé la question où les piles à combustible ont été construites. Là, on m'a dit que c'était en France, donc ça m'a déjà rassuré. Comment l'hydrogène a été produit? On m'a dit que ça a été produit, je ne sais où, pas très loin d'ici, à partir d'énergies renouvelables. Bon, mais après, ils ont quand même transporté l'hydrogène jusqu'à la station de recharge. Là, je ne sais pas s'ils l'ont fait avec un véhicule électrique ou pas. Mais c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc les choses sont en train de s'améliorer parce que là, le signal est parti. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est peut-être un de mes acquis quand j'étais au gouvernement. C'est quand même moi qui ai programmé, c'est la seule loi que j'ai faite, la fin de la vente des véhicules thermiques. Comme c'est dans la loi, ben ça y est, les constructeurs maintenant, ils sont en train de déborder d'imagination et de recherche pour prendre le marché. Et au passage, l'Europe est un peu en retard. Je peux vous dire que les technologies, pour l'instant, elles vont nous arriver de Corée et d'Asie. C'est pour ça qu'il serait important que l'Europe, là aussi, investisse massivement, et notamment dans le stockage des énergies intermittentes, parce que c'est le maillon faible de la transition énergétique. Merci beaucoup. Merci de toujours autant des réponses percutantes que efficaces, concises. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont plus éloquents avec le micro sur les questions écologiques et je pense parler pour tout le monde dans cette salle, Nicolas Hulot, en disant cela. Et j'ai la lourde tâche, j'ai toujours l'honneur d'animer cette conférence jusqu'au bout en vous proposant maintenant de conclure avec une question assez simple. Comment voyez-vous l'avenir ? Est-ce que vous êtes, j'aime pas poser la question, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, etc. Vous avez libre une feuille blanche pour nous dire comment vous voyez l'avenir, tenant compte de tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que vous avez une recommandation à faire ou à qui que ce soit, etc. En tout cas, on commence par vous, Muriel Dourru, et merci encore de toutes vos interventions. La vache, je ne suis pas devin. Ce que je sais par contre, c'est que l'étude des effondrements de sociétés par le passé montre deux choses qui sont récurrentes. C'est les sociétés s'effondrent quand elles surexploitent leurs ressources et quand les inégalités sociales explosent. Or là, je veux dire, il suffit, enfin, c'est pas compliqué de voir qu'on est exactement dans ce cas-là. On surexploite nos ressources et les inégalités sociales explosent. Tous les ans, Oxfam fait un état des lieux sur les inégalités dans le monde. J'ai pas le dernier rapport en tête, mais celui de 2019 montrait que 26 milliardaires possédaient autant que 3,8 milliards de personnes. Donc c'est intenable. Donc notre civilisation telle qu'elle est aujourd'hui est intenable. C'est compliqué pour nous de l'appréhender. On a du mal à le concevoir parce que c'est du long terme, parce que ça concerne nos enfants, mais ce n'est pas possible. Donc moi, comment je vois l'avenir, c'est en tout cas pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas possible, ne serait-ce que par le dérèglement climatique, mais ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi le problème de nos civilisations qui sont très, très inégalitaires. Ça ne peut pas tenir. Les gens ne vont pas accepter ça pendant encore des millénaires. Et de toute façon, c'est intenable. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on a d'abord une action individuelle et que cette action individuelle forcément crée une action collective et que ça passera par chacun d'entre nous. Je pense aussi beaucoup, pour y revenir, à l'information, de diffuser l'information le plus possible. En ça, j'ai un exemple aussi qui m'a marqué ces temps-ci, c'était avec la Convention citoyenne pour le climat. J'ai trouvé que c'était une expérience vachement intéressante, mais ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, c'est le fait que dans le lot, puisque c'était 150 citoyens tirés au sort, il y avait des climato-sceptiques. Il y avait des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à ces questions-là. Et pendant je ne sais pas combien de mois, ils ont été informés. Il y a des gens qui sont venus leur expliquer, leur donner les chiffres, leur donner l'information sur ce qui se passait dans le monde, sur la biodiversité, sur le climat, sur les ressources, sur la mer. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer, par exemple. Enfin, ça, c'est des chiffres à chaque fois, c'est aberrant.
Et ben voilà, ces citoyens-là, ils ont réussi à se mettre d'accord sur quand même des lois qui sont jugées très coercitives pour la plupart des gens. Il y a plein de gens qui ont gueulé en disant que c'était des Khmers verts, ils étaient tout d'un coup devenus Khmers verts ou des Amish, comme on entend aussi, les critiques qu'on entend souvent sur les écologistes. Or, en fait, c'est juste des gens informés. C'est juste des gens informés qui ont pris conscience de la réalité du monde qui nous entoure. Mais pour ça, il faut vraiment dépasser notre horizon, il faut dépasser nos villes, il faut dépasser nos décors. Nous vivons dans des décors urbains la plupart du temps, qui nous occultent non seulement l'environnement, mais aussi ce qui se passe. Vraiment tous les jours, il y a des forêts qui sont abattues. Tous les jours, il y a des poissons qui sont attrapés, il y a des espèces qui disparaissent. Toutes les 20 minutes, il y a une espèce qui disparaît, par exemple. Voilà, ça, c'est des faits. Et avec ces faits, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense qu'il faut juste être lucide et agir déjà à notre niveau et essayer d'embarquer le plus de monde possible. Voilà. Et aussi une dernière chose, dans le sens où on se dit souvent que forcément c'est quelque chose de très négatif et qui fait mal, etc. Mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est aussi pour aller vers du mieux. C'est aller pour une civilisation. En fait, si on regarde les choses tout bêtement, on pourrait se dire qu'on pourrait faire une civilisation beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sobre. Je ne dis pas que j'y crois. Moi, l'espoir, ce n'est pas une donnée que j'intègre, parce que l'espoir sans action, pour moi, il ne sert à rien. Je veux dire juste, j'ai l'espoir pour l'avenir. Si toi, tu fais rien, à quoi ça sert, en fait, hein? Ton espoir, il est vain. Par contre, si tu as de l'espoir et que tu te mets en action et que tu entraînes les autres avec toi, là, il peut peut-être se passer quelque chose, et c'est en ça que je crois. Merci à vous, Muriel. Oui, on peut l'applaudir. Quand je vous ai présenté, je n'ai pas dit que vous êtes mère, vous êtes maman, vous êtes papa. En tant que jeune papa, et je vois le bonheur, mais aussi la fatigue d'élever un enfant, j'ai encore plus d'admiration pour vous et tous les parents dans la salle. Et ça nous rappelle aussi pourquoi on agit, pour nous aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Nicolas Hulot, comment voyez-vous l'avenir? Dans une demi-heure, on va aller boire un coup déjà. Donc c'est un bon avenir. Donc il y a toutes les raisons de se réjouir. Vous n'osiez pas poser la question binaire, est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous êtes pessimiste? Vous avez raison, parce que, comme le disait un de mes Amory Lovins, qui est un ami américain, il me disait l'optimisme et le pessimisme, ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est la capitulation, parce que les optimistes disent que tout va s'arranger et les pessimistes que tout est foutu. Après, j'ai un ami africain qui avait de l'humour et qui me disait de toute façon, il faut les deux. Parce que l'optimiste construit les avions et le pessimiste les parachutes. Bon. Après, on élève un peu le truc, on oppose ce qu'on appelle le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Et je crois qu'il est effectivement trop tard pour être pessimiste. Et pour l'être définitivement, surtout, qui serait-on pour dire que c'est foutu? L'hypothèse d'un effondrement fait partie des hypothèses envisageables pour le futur. Il y a des exemples qu'évoquait Muriel dans l'histoire de civilisations qui se sont effondrées, et on sent bien qu'on est dans un point critique. On est sur une période très tangente, et selon à quoi on va affecter notre intelligence, encore une fois, on peut faire un saut qualitatif, mais on le fera ensemble, ou au contraire, on peut basculer dans un moment chaotique. Rien n'est joué, mais les choses, c'est la science qui nous le rappelle, vont se déterminer vraiment dans les années qui viennent. Demain se détermine aujourd'hui. Alors, moi, il y a quelque chose quand même qui, même si parfois j'ai la tentation de raccrocher, parce qu'il y a des moments, effectivement, on se dit pourquoi est-ce si compliqué, pourquoi est-ce si lourd, pourquoi est-ce si violent parfois, parce que même dans un combat universel, on s'en prend tous plein la gueule. Mais il y a une chose que j'ai appris de mon expérience, de mes observations, et qui fera que je ne raccrocherai jamais. Ça va vous paraître un peu simpliste, mais dans mon esprit, il y a deux humanités. Il y a une humanité très visible, bruyante, sans scrupules, qui, elle, accapare le bien commun. Elle est visible, elle est plus visible que l'autre, parce qu'elle est sans scrupules, parce que tous les moyens sont bons, mais elle n'est pas majoritaire. Mais elle est bien organisée. Et puis il y a une humanité plus discrète, qui ne cherche pas la reconnaissance, qui agit, qui construit,
qui est en train de préparer les standards de demain, qui partage, qui protège, qui écoute, qui travaille pour le bien commun. Et donc, la réponse à votre question, c'est laquelle va l'emporter. Et moi, mon espoir, c'est que cette humanité qui, pour l'instant, est plus discrète, qui n'est pas aussi bien organisée probablement que l'autre partie, mais à un moment ou à un autre, ces forces vont se rejoindre. Et il y a quelque chose d'inédit qui va surgir. Je l'espère. Ce n'est pas preuve de naïveté. C'est que je mise sur ça parce que, comme dit le proverbe ou la sentence, dans une forêt, on entend le fracas de l'arbre qui tombe, mais pas le murmure des milliers d'arbres qui poussent. Sur ces paroles-là, je tiens à remercier nos deux intervenants, Nicolas Hulot, Muriel Doru, de toutes leurs interventions. Et merci à vous aussi. C'est gentil, merci Nicolas. Merci à vous. Si vous souhaitez passer encore un petit moment avec eux, et surtout vous procurer de ce magnifique ouvrage Rustica Édition, Les petits pas ne suffisent pas, de Nicolas Hulot et Muriel Doru, vous pouvez aller dans la salle Berlioz, qui, si je ne me trompe pas, est vers là-bas, pour une séance dédicace exceptionnelle. Donc, je vous invite à rejoindre cette salle Berlioz. Il y a les librairies de Vichy qui vendent aussi cet ouvrage. Je suis très honoré d'avoir animé cette conférence, mais surtout très reconnaissant de votre présence, de la vôtre. C'était une discussion vraiment privilégiée. J'ai pris grand plaisir à vous écouter, je pense vous aussi. On peut remercier très très chaleureusement, avec beaucoup d'enthousiasme, Nicolas Hulot, Muriel Doru, de leur venue ici à Vichy, à l'Opéra. Merci beaucoup. Et je vous demande de les accompagner pour rentrer de la scène.